bienvenue sur Fils de Plume, dans normalement cette 4e émission de la saison 2. Une émission un petit peu particulière qui devrait lancer un peu une sorte de nouveau filon sur Fils de Plume, puisque nous n'allons pas forcément parler culture, mais nous avons un invité aujourd'hui. Cet invité, c'est Babas. Bonjour Babas. Bonjour Simon, bonjour... Je suis mal à l'aise, je préfère le dire tout de suite, ça, tout le monde est au courant. T'inquiète pas, ça va venir au fur et à mesure. Donc, bonjour Yo-Yo, bonjour Marie. Salut. Ah bah voilà, donc tu les as présentés, donc je suis avec également Marie Touillet, ancienne collègue, ancienne coworker de BTS. de BTS à Paris, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous sur Fils de Plume, et avec Yoannis Ménarbalé, que je ne présente même plus car il est là à peu près à toutes les émissions. Voilà. Quand est-ce que tu deviens membre ? Quand est-ce que tu payes ? Non, quand on commence à me payer. Ouais, bah oui, parce que donc on est encore, parce qu'on est encore chez toi, oui. Ouais, voilà, on est encore chez moi. Moi, je voulais faire partie de Fils de Plume. On m'a dit, par contre, c'est gratuit. Et dit, ouais, bah non, moi, il me faut la thune un peu quand même. Bon, voilà, on arrête de raconter n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on est là pour parler donc de toi, Babas. Tout à fait. Voilà, donc Babas est SDF à Tours. C'est ça. Je te présente assez rapidement. Ouais. Voilà, on s'est rencontrés il y a une semaine et demie. Ouais, peut-être 2 semaines. Pendant ma manche. Ouais, Voilà. On se classique. croisait de temps en temps. Tu faisais des compliments sur mon chapeau. Ouais. Je me dis, j'aime bien, il est gentil, lui, il me sourit J'aime et bien tout. donner des sourires aux gens, surtout de la positive attitude. Il faut Ouais, T'as toujours. que du positif. Magnifique. Voilà. Magnifique. Bah écoute, on va te laisser te présenter un petit peu. Déjà, bon anniversaire à Babas. Il Bah a eu oui. 33 ans hier. L'âge du Christ, j'espère que cette année, je finirai pas crucifié sur un mur ou je sais pas où. Je pense pas. Non, ça va. Je mettrai un petit Babas à côté de mon crucifix sur le mur. Une petite photo pour l'année, tu vois. on va croiser les doigts que ce ne soit pas le clou du spectacle. Non. Jésus. Oh. Bon, Babas, parle-nous un peu de toi, un petit peu ton parcours, un petit Alors, peu l'enfance, comment t'es arrivé à la rue. C'est un peu compliqué mon petit parcours parce que en fait mes parents, de 0 à 6 ans, bref, j'avais papa et maman qui étaient ensemble et puis arrive à 6 ans, ils ont voilà, mon père a trompé ma maman l'a remarqué, puis ils ont divorcé et puis là l'hécatombe, ça a commencé déjà de là. Alors papa est parti de la maison, a laissé la maison à ma maman. Et de là, ma maman, elle a retrouvé au bout d'un an et demi, une personne qui sortait de prison, d'où j'avais... comment vous expliquer ? J'avais vu quelqu'un de très tatoué, tatouage de prisonnier, machin, nanana. Et puis j'étais focalisé sur cette personne, je l'aimais beaucoup. Mais par contre, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'affection de mes parents, il n'y avait plus rien. Mon père voulait me prendre moi, mais pas prendre mon frère. Il voulait séparer la fratrie. Ok. Alors, je suis juste moi et mon frère, et après il y a eu ma petite sœur qui est venue quelques années après, d'une nouvelle union avec ma mère. Et de là, de 6 ans jusqu'à 12 ans, ça allait. Ça pouvait encore aller. J'allais un week-end sur 2 chez papa, mais quand j'allais chez mon papa un week-end sur 2, mon père est très écorce et très strict. Et a des règles. Et ma belle-mère, elle avait encore plus de règles en fait. Et ça a fait que dès que je mettais un coude sur la table, je me prenais une On l'entend cuillère. bien dans le micro, le coude sur la table. Dès que je mettais un coude sur la table, on mettait un coup de cuillère sur la tête. Je devais pas mettre ma bouche à l'assiette, mais ramener ma fourchette à ma bouche. Tu vois, vraiment, Ouais, carré quoi. vraiment carré de chez carré. Quoi. Après voilà, c'était comme ça aussi chez moi. Ouais, arrête de te pencher, ne te mets pas sur l'assiette. Oui, mais voilà, je pense pas que tes parents t'arrivaient avec une cuillère à soupe mais ils ou foutaient ta pas, non. cuillère en C'était bois pour touiller mange des pommes de correctement terre. s'il te plaît. Voilà, ils foutaient pas Parce le que truc sur la souvent, gueule. excuse-moi, Ouais, mais pas de souvent, souci. tu vois, moi, c'était... elle faisait des patates frites, tu vois, Ouais. des rissolées. Et dès qu'elle voyait que j'avais le dos tourné pendant l'entrée, pendant réchauffer, elle passait derrière ma tête, et c'est sur la boule, tu sais, que t'as derrière le crâne. Et je te promets, quand tu te prends un grand coup dans la gueule, derrière la tête, au bout d'un moment, tu te sens traumatisé au fond de toi. Ouais. Et ça a déjà été un traumatisme. Mais ça a été surtout le manque d'affection. Le manque d'affection. Qui a fait que, en fait, dès que j'avais l'âge à 14 ans de dire, ou à 15 ans, je me rappelle plus, de dire au juge, je vais plus chez mon père, parce que je suis maltraité au final. Parce qu'à 15 ans, il faut savoir que tu as la justice, tu as le droit de décider si tu veux continuer à aller chez ton père ou pas. Ouais. Un petit rototo, désolé. Et de là, je suis resté chez maman, mais chez maman, en fait, elle avait retrouvé un petit copain qui s'appelle Thierry, qui est mort d'un cancer en 2013. Et maman, elle me dit, elle avait pas le choix de me prendre à la maison, alors elle m'a gardé jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à mes 17 ans à la maison. Et de là, elle était jamais à la maison parce que son petit copain était à Argent-sur-Sauldre,
à 8 km de la maison. Alors, elle partait, mais elle revenait pas de la semaine. Ça veut dire que moi, à 14 ans, j'étais livré à moi-même. Ouais, d'accord. Voilà. J'étais livré à moi-même, toujours pas de parents derrière mon dos pour me cadrer correctement, sans avoir trop d'abusifs, comme mon père avait été abusif avec moi dans l'encadrement. Et j'ai commencé à prendre, à 13 ans, à traîner jusqu'à des 2h du matin, en allant au collège quand même. Hein. Mais j'ai traîné jusqu'à des 2h du matin, et puis j'ai rencontré des grandes personnes qui étaient plus âgées que moi, dans un petit parc qui s'appelle Aften-Saint-Marc, à Aubigny-sur-Ner. Je peux même dire le nom des villes, je m'en fous. À Aubigny-sur-Ner. Et il y avait à Aften-Saint-Marc, il y avait un petit parc, d'ailleurs, qui a été plein de lotissements. Maintenant, c'est des petits pavillons. Et c'était un stade où on se réunissait tous le soir et on fumait des pétards. J'ai commencé par un pétard doucement. Et puis après, le pétard, ça me convenait plus. Et puis vu que j'avais pas d'argent de poche par mes parents, qu'est-ce que je faisais? J'allais voler à Bricomarché à côté, des cannes à pêche, parce que je savais qu'ils étaient pêcheurs, les grands. Ils allaient pêcher les week-ends et tout, ils faisaient des pêches de nuit, d'où je partais avec eux, et puis on se défonçait la gueule, bref, à l'alcool et machin. Ça a commencé à 13-14 ans, ça. Et puis de là, je sais pas comment expliquer, c'est un peu compliqué. Faut remémorer en fait les choses. Et de là, j'ai commencé à voler parce que le shit, tellement d'enfumé, en fait, est tellement dedans que ça te défonce plus. Et puis un jour, il y a un ami à moi, je dirais pas le nom, qui me dit si ça te dit, vu que tu m'as volé 2-3 cannes à pêche, je te donne des extas, des prods. J'ai dit vas-y, pourquoi pas. Bête et discipliné, pas d'encadrement, je connaissais pas trop la vie. Mais j'ai fait ouais, pourquoi pas. Il me dit j'ai dit comment tu les prends. Il me dit tu les avales, tu les laisses sous ta bouche ou tu les avales crus quoi, avec une petite gorgée de bière ou une connerie. Et puis là, j'ai trouvé que c'était le kiff. Puis j'ai continué. J'ai été dans la lancée, voilà. Après les prods, je sors. Il y a un ami que d'ailleurs que la drogue a pas réussi. D'ailleurs, il fait 20 ans de prison maintenant. J'expliquerai après. Et je rencontre une autre personne. En festival et il me dit il me ramène du festival en fait, il me dit vu que tu prends de l'LSD machin et tout, ça c'était en 2016 2018 non même pas, non ça devait être en 2004 2003 et il me fait comme ça, il me dit si ça te dit, moi je t'apprends à faire des shoots. Il me dit j'ai du Subutex chez mes parents, on va passer du côté de chez mes parents, on va te ramener au Bini, et après on fait un petit shoot chez ta mère. Vu que ma mère était jamais là, à Aften-Saint-Marc, elle était jamais là, et j'ai fait pourquoi pas, allons-y. Toujours borné, tu vois, dans la bêtise. Vu qu'il n'y avait pas d'encadrement, j'ai dit vas-y, moi j'ai le droit de faire tout ce que je veux en fait, en gros. Parce que l'encadrement des parents, il faut savoir que c'est une bulle. Ça t'empêche de sortir de cette bulle, d'essayer d'être stable dans ta vie. Quand t'as pas de parents derrière, tu te dis tiens, la vie est ouverte à moi, je fais ce que je veux, c'est la teuf quoi. Voilà, c'était le cas, c'était la grosse teuf. Et de là, le gars il me fait mon premier shoot, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était dans mon bras droit où il y avait le plus de veines. Ouais. Et là il me fait mon premier shoot et là je kiffe. Je kiffe le Subutex. Et pourtant c'est un médicament de substitution. Ouais. C'est pas une drogue, c'est un médicament de substitution. Et là, je me mets à vomir, mais pas mal, hein. Mais tellement que c'était quand même bien au départ, j'y retourne le lendemain. Ouais, circuit de la récompense. Voilà. Et là, le vice commence à arriver. Et là, un jour, marre de pas voir ma mère tout le temps, en sachant que mon père me battait, et j'ai dit, je suis en train de partir en couille. Je suis en train de faire tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'appelle mon père à 2h du matin. Et je dis, papa, au final, peut-être que c'est dur chez toi, mais je pense que j'arriverai mieux à m'en sortir chez toi. Et là, je devais avoir 16 ans. Et là, mon père, il me dit, je viens te récupérer, il est 2h du matin, je me déplace, j'arrive et je viens te récupérer. Et là, je vais chez mon père, et mon père, il me dit, maintenant, il faut que je t'éloigne du secteur. Ouais. Alors, je t'envoie chez ta mamie, côté paternel, du côté de mon papa. Et là, il m'envoie à Thomier, chez ma mamie. Toujours dans le Cher, mais assez loin d'Aubigny, dans le bas du Cher, vers Saint-Amand. Il m'envoie là-haut et tout, et de là, au début, tout se passe bien. Mon père fait tout son possible, parce qu'il savait que j'allais être mal chez lui. Alors il s'est dit, je vais te mettre aussi chez la grand-mère, comme ça, la grand-mère est un peu plus laxiste quand même, plus douce, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il avait vu que j'allais plus chez lui parce que ma belle-mère me tapait et que lui me tapait aussi. Alors ça servait à rien. Il savait que j'allais repartir. Déjà, il a eu un bon recul. Un bon recul, parce qu'il a vu l'évolution, le fait que je vienne plus un week-end sur 2, que ma mère me laissait toute seule et tout. Il s'est dit, vu que ça va pas chez moi, autant le mettre chez ma maman à moi.
Ouais. Et là, je pars à Thomier, et malheureusement pour moi, heureusement pour moi, il me met en apprentissage en menuiserie bois. À Châteauroux, j'avais le CFA qui était à Châteauroux, qui était pas très loin. En plus, il m'emmenait jusqu'à Châteauroux une semaine par mois. Et à Châteauroux, je rencontre encore des mauvaises personnes. Et là, la première semaine virée. Ah. Je rencontre des personnes à l'internat. Vas-y, ça te dit, on se tapait des douilles. Ah, vas-y, si t'as du shit, on va se taper des douilles, tu vois. Et on me remet le pied dedans. Je ressaute dans la gamelle, tu vois ce que je veux dire. Et de là, je refume des douilles. Et après, la semaine, je me fais virer. Mon père, il me cartonne. Il a le cas de le dire. Il remonte à Thomier chez ma mamie. Il me fout sur la gueule, ce qui est normal, parce qu'il s'est dit, vas-y, je me défonce pour toi. Je te trouve une mobilette pour ton apprentissage, pour aller au boulot et tout, à l'atelier de menuiserie. Et puis de là, rebelote, quoi. Il me dit, tu vas rester à Thomier, et puis on va te soigner. Alors, il me fout en hôpital psychiatrique à Bourges. Ah oui, d'accord. Il m'a dit, on va essayer de faire... Mais il avait que ça comme bille. Moi, je me suis dit, mais putain, tu veux me foutre en hôpital psychiatrique ok, mais c'est pas trop ma place, quoi. Ouais. Pour moi, Clairement. l'hôpital psychiatrique, c'est pour des gens qui ont des problèmes mentaux. Moi, j'avais pas des problèmes mentaux, j'avais des problèmes d'addiction. C'était différent. Alors, j'ai fait que de fuguer. Je retourne chez ma mamie en fuguant, et ma mamie me garde quelques temps. Sauf que toujours la drogue revenait dans ma tête. Et là, je me mets à voler les gens du village. Je rentrais chez eux. Vous savez, il faut savoir que les gens, malheureusement pour eux, il y en a beaucoup qui ferment pas leur porte la nuit quand ils dorment, leur porte d'entrée. Ouais. Alors j'ouvrais, je rentrais à tâtons, puis je l'ai volé. Malheureusement, c'est malheureux ce que je dis, mais voilà, je l'ai volé pour avoir un portable, pour avoir de la liquidité. Et après, j'allais d'un seul rond chercher une petite bricole à fumer, à me droguer, ou de l'héroïne, ou tout ce que tu veux. De là, je repars. Et puis là, ça fait le tour de Thomier comme quoi je vole. Et là, ma mamie de Thomier, elle me dit, tu dégages. Là, je me retrouve à la rue. Alors, je retourne chez ma mère. Et de chez ma mère, ça a été encore le plus d'engrenage, encore plus d'engrenage. Et là, ça arrive 18 ans, je me pique dans les pieds, dans les artères, un peu partout. Ça m'est arrivé de me piquer dans les couilles, Ah ouais. dans ma verge, Putain. de me piquer où il y avait de la veine. Parce qu'au bout d'un moment, à force de scléroser tes veines, à force de piquer dans certaines veines, ça les sclérose et elles disparaissent. Ah oui, Alors ouais. tu vas Le se cache, trouver quoi, dans le système, cou, ouais. tu vas trouver sous la langue, tu vas trouver entre les orteils, sous les ongles, Ah ouais, un d'accord. peu Ouais. partout. Voilà. Et de là, à 18 ans, ma mère me garde et puis elle quitte son copain d'argent. Puis elle voit tout ça, elle me retrouve son fils avec des seringues dans le bras, dans la chambre. Elle retrouve son fils en train de délirer dans la maison, en train de péter des câbles, limite en train de la violenter aussi. Ça m'est déjà arrivé pour que j'aie des sous. Et là, elle me dit, c'est plus possible, tu dégages. Je me fais virer avec des gendarmes. J'avais 18 ans, alors elle avait tout à fait le droit de me virer de chez elle. Et là, je me retrouve dans un foyer. Excusez-moi. Attends, je bois une petite gorgée alors. Moi Ouais, aussi, excusez-moi. À la tienne. Yo-yo. Ça va me faire du bien d'ailleurs. Ouais. Il ne faut pas oublier que relater son passé, Ça c'est remue un peu les émotionnel. choses. Ouais, Mm. ça fait mal. Ouais. Bref, c'est comme ça. Ouais, toutes les émotions de l'époque qui reviennent dans la tête. Ça fait un peu mal. Bref. Et de là, je rentre dans un foyer, le CHRS de Bourges, le 115 en fait, un CHRS où il y a tout le monde qui n'a pas d'appartement, tu vois, qui sont SDF, qui peuvent aller dormir là-haut. Et là, je fais 2 semaines là-haut, 2 semaines qui se passent très très bien. Ou que j'étais dans ma chambre, ou que je faisais mes petits bails, tu vois, mes petites seringues, je les faisais cacher bien dans ma chambre, tu vois, je me shootais du sub, je me shootais de l'héro quand j'avais de l'héro, quand j'avais pas d'héro, j'avais le médicament en substitution pour empêcher mes états de manque. Et de là, je rencontre la mère de mon fils, qui est devenue la mère de mon fils quelques années après. Je rencontre une femme. Tu avais quel âge 19. là 19 ans. Ouais, 19 ans. Ouais. C'était en 2008. Ouais, 2008, un truc comme ça. Je sais plus trop les dates, mais en tout cas, c'était dans les années 2008. Et de là, je la vois arriver, pareil, virée de chez sa mère, qui arrive en plein repas le soir au CHRS. Puis je me rappelle, on était sur une table ronde, comme là, à 4-5, mais là, on n'est que 4. Et là, je dis à mes copains... On oublie, on n'a pas présenté. Il y a un cinquième qui est là. Il y a Oz. Ah oui, ton il y a mon chien. chien. Ah bah On y viendra dans l'histoire, mais il y a le beau Monsieur Oz qui est là. Caninothérapie. On y viendra dans ton histoire. Il est en train de roupiller. Ouais. Du moment qu'il rêve pas, ça va. Hier soir, oui, il rêvait, c'était trop mignon. C'était trop rigolo.
Et de là, je dis à mes amis qui étaient autour de la table, parce que nous, on était en train de manger tranquillement, elle arrive à l'improviste comme ça, c'est souci de famille, quoi. Et puis je dis à mes copains, je me rappellerai toujours, hein, la première phrase que j'ai sortie à mes copains, j'ai dit, mais, les gars, s'il vous plaît, hein. Il n'y a que moi là, sur le coup. Il n'y a que moi sur le coup, il n'y a personne d'autre. Je dirais pas qu'on l'a jamais connu cette scène. Et là, je dis à mes amis et tout, je fais demain, je vais essayer de lui parler et tout ça, je vais la laisser tranquille, elle vient d'arriver, on va pleurer en plus toutes ses larmes. Je vais la laisser tranquille un petit peu, quelques jours, et puis dans quelques jours, je vais lui parler. Ils me disent ok. Et puis, voilà 2-3 jours après, j'ai dit comme ça, je suis mais tu sais, tu t'appelles comment et toi, elle me se présente, machin, je vais pas dire les prénoms par contre là. Et elle me dit, il y a pas de problème. Elle me dit, moi aussi, je te trouve beau, machin. Je disais, ouais, t'es très jolie. Quand t'es rentrée le soir, même en pleurant, t'étais très belle, même si ça me faisait de la peine. Et puis on a discuté. Et puis on s'est mis ensemble. Et après, tu sais, faut pas cacher ces mauvais démons. Et j'y explique, je fais voilà, je t'avoue, voilà, je suis un toxico, je me pique. Elle m'a dit, moi, j'ai rien contre les toxicomanes, t'es un être humain comme tout le monde. Et elle m'a dit, du moment que tu me tapes pas des phases toutes bizarres ou machin et tout, que tu me respectes, il n'y a pas de problème. Et puis, on a fait quelques temps ensemble, mais vu que, tu sais, dans les CHRS, ils séparent les femmes et des hommes. Voilà, ce qui est un peu normal aussi. Mais bon, quand t'es en couple, ce que je trouve pas trop normal, parce que ça te force à faire des bêtises, comme moi, j'ai fait des bêtises, c'est que je descendais en bas, à l'étage du dessous, pour aller la retrouver le soir. En passant, du coup, ça t'amène à enfreindre le règlement alors que toi, tu veux rien de mal, juste être être avec elle et dormir avec elle. Et puis tu sais, faut être franc, tu sais, t'es loin, tu dors avec ta femme. Quand tu dors avec ta femme, il se passe d'autres choses en plus, tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Et je sais pas comment on expliquerait. Cette alchimie. Voilà, alchimie, c'est de l'alchimie, c'est tout. C'est du mélange de corps. Et du partage de câlins et d'affection que j'ai pas eu de mes parents. Oui. C'est pour ça que sûrement que je descendais souvent aussi. Parce que j'ai toujours... pour moi, hein, je préfère un bon câlin, comme je t'ai toujours dit, comme je t'ai toujours dit, Simon, je préfère un bon câlin qu'une partie de sexe. Un câlin, ça vient du cœur. C'est le manque d'affection que j'ai eu dans mon enfance qui fait que je pense plus à ça qu'à une partie de sexe. Voilà. Ça fait après aussi que tu peux avoir des relations saines quelque part avec les gens, tu vois, de penser à ça en premier, quoi, juste de l'affection et pas tout de suite on saute dessus et tout. Même si c'est triste la manière dont ça t'est venu quelque part de rechercher plus l'affection qu'une relation de corps, mais ça forge aussi une personnalité, ça fait qu'aussi ça te fait devenir quelqu'un de bien, quoi, de pas penser au cul directement, de dire non, ce qui compte c'est l'affection d'une personne. Ouais, je me rappelle, un câlin est 10 fois plus sincère qu'une partie de sexe. Ouais. Une partie de sexe, tu penses avec ton cerveau, tu penses avec ton sexe. Un câlin vient du cœur. Et de la tête, mais vient plus du cœur. Ça, faut pas l'oublier. On en fera un t-shirt. On pourrait. Si tu veux. Hashtag team Babas. Faudra signer en bas Ose, hein. Mon chien quand même. Ah ouais, toujours. C'est ma ligne de vie, hein, je vous l'ai dit. Ouais. Et de là... je me fais virer du foyer. Et parce madame, que du coup, t'enfreignais le règlement en descendant. Voilà. Et madame, je suis resté une semaine à la rue, elle voyait que j'étais mal tout seul parce que je pouvais la voir que la journée, mais ça me manquait de dormir avec elle. Et de là, elle me dit, vas-y, on va être à la rue tous les deux. Et là, ça commence à être en 2009. Et de là, on trace la route tous les deux. On dormait dans des cages d'escalier d'immeubles, comme je fais là, des fois sur tour. Bref. Et d'ailleurs, il y a des jeunes qui me virent qui ont 20 ans. Ils me voient. Ah non, ça, c'est vraiment dégueulasse. Attends, je vais venir sur un sujet vu que j'en parle, parce que sinon, je vais oublier. Alors souvent, ce que je comprends pas, c'est quand vous verrez quelqu'un dans une cage d'escalier sur votre palier de paillasson, sachez que vous dormez tous au chaud. Il y en a juste qui cherchent juste un abri au chaud, surtout l'hiver, à l'abri de la pluie, à l'abri du vent. Et quand moi je vois souvent des petits jeunes qui partent à l'école et qui me réveillent, qui me disent même pas bonjour, qu'ils ont même pas un moindre de politesse, qui me prennent pour un pestiféré, un vieux clochard de merde, et j'en suis pas un, j'ai été un être humain avant, j'ai eu une belle vie. Et puis toujours même en étant clochard en plus. Hein. Ouais, et puis. Ça peut être clochard et être humain, hein, c'est même. Non, mais tout à fait. La prérogative d'ailleurs. Mais voilà, et qu'on te vire comme un malpropre. Parce que tu dors sur son paillasson. Je dérange en quoi? Du moment que je salis pas. Je sais qu'il y a des SDF qui vont salir. Je sais qu'il y a des SDF qui respectent rien, qui vont fumer dans la cage d'escalier, qui vont salir, qui vont saloper toute l'entrée. Là, je peux comprendre qu'on te vire. Mais si tu vois la personne, c'est propre.
que voilà, tout est propre, que tu repars nickel, ça sent pas la clope. Parce que moi, je descendais, des fois, il y avait 10 étages à descendre, je prenais l'ascenseur, j'allais fumer à la porte d'entrée de l'immeuble. Ouais. Je bloquais la porte avec mon pied, je fumais tranquillement. Alors moi, je trouve que, il y a certaines personnes qui réfléchissent à ça, que s'il y en a un qui dort et qu'il n'y a rien qui est salopé et que c'est tout propre quand il repart le matin, mais laissez-le dormir tranquillement. Je suis complètement d'accord. Ça coûte rien. Non, mais ça coûte rien. D'accord, Marie. Non, je suis complètement d'accord. Ça coûte que dalle. Voilà, l'important, c'est aussi, c'est un début de cette émission, c'est de communiquer tout ça. C'était un coup Yves qui me racontait, il dormait dans une laverie au niveau du Place du Monstre. Et il me disait, en pleine nuit, il y a des gens qui sont venus m'embrouiller et tout. Et ils ont commencé à vouloir me chercher des noix. Sauf que Yves, c'est une montagne, le gars. Lui, tu l'emmerdes pas. Et du coup, ils ont commencé quand même à chercher les noises. Lui, donc il s'est imposé, tu vois. Bon, il les a pas tapés ou quoi que ce soit, mais physiquement, tu vois, il a bombé le torse. Il a bombé le torse. Tu vois, quand il bombe le torse, tu te fais tout petit. Et il me disait, il m'a raconté. Du coup, je leur ai raconté ma vie un petit peu, pourquoi j'étais là et tout. Et le lendemain, ces mêmes personnes, du coup, ils sont partis. Le lendemain, ces mêmes personnes sont revenues le voir, lui ont filé de la bouffe et tout, en mode désolé pour hier soir et tout. Ils se sont excusés. Donc l'important, c'est toujours de pensez bien toujours communiquer. Mais voilà, tu croises quelqu'un dans ta cage d'escalier, tu dis, il est pas là pour foutre la merde, quoi. Tu dis, c'est qu'il a nulle part où aller. Donc vaut mieux déjà engager la discussion plutôt que soit de faire comme s'il était pas là, de le mal regarder. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un début de Fils de Plume, rendre visible l'invisible en fait. C'est ça, faut toujours. En général, rendre le côté humain à des choses qu'on déshumanise un peu dans la vie de tous les jours, parce que je pense que c'est aussi le problème de ces personnes-là qui chassent de leur habitat. Enfin, il y a un côté où ils oublient que qu'il y a plus d'humanité. Enfin, c'est démystifier un peu la chose, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut apprendre à juste redevenir humain. Moi, c'est vrai que depuis que justement je commence à causer avec des SDF, donc même avant toi, on parlait d'Yves justement, c'est un des premiers avec qui vraiment on a parlé pendant très longtemps, et tu te rends compte aussi de tout simplement la richesse que tu peux t'apporter l'un à l'autre, c'est-à-dire que ça va plus loin que parce que tu as du fric, t'en donnes à l'autre, c'est qu'en fait en discutant, il y a un vrai échange, un partage qui se fait, et moi je sais que les meilleures soirées, c'est toujours celle où je commence à causer. Qui se passe entre la personne qui est plus démunie que toi. Et c'est ça, une connexion qui est. Moi, je vois, tu vois, quand tu me vois faire. Tu vois, moi, mon dada à moi, c'est surtout pendant le coronavirus, je sais que tout le monde est masqué. Ouais. Et donner des sourires aux gens, parce que c'est museler une personne pour moi. Moi, je muselle mon chien dans les transports en commun, mais dans la rue, lui, il est pas muselé. Mais quand je vois toutes les personnes qui sont muselées, pour moi, ils sont muselés. On leur ferme le sourire, on leur ferme le faciès d'un sourire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer ça. Je suis d'accord, c'est-à-dire que nous on en parlait parce que quand je bossais encore aux Eaux de Beauval, on avait fait pendant la sortie du confinement, notre but c'était il y avait une partie de l'équipe qui était là juste pour justement la sécurité sanitaire. C'est-à-dire que beaucoup de postes qui ne pouvaient pas être effectués, comme les postes d'animateurs et tout ça, parce que forcément les visites guidées, tu peux pas les faire, tous les points d'animation, tu pouvais pas les faire. Nous, notre rôle, c'était d'être du coup agent sanitaire, en fait, un petit peu, d'organiser la foule, en fait. Et on nous avait conseillé la visière à plusieurs reprises en disant, vous allez voir, en fait, ce métier-là passe tellement par le sourire que le masque devient très compliqué. Parce que tu peux pas gérer une foule si les gens te voient pas, ils te prennent vraiment pour un robot pour ta fonction. Tout le sourire, l'expression faciès te montre l'humain derrière l'uniforme, quoi. Et c'est pareil dans la rue, quoi. Excuse-moi de te couper la parole. Souvent, tu vois, tu as entendu encore tout à l'heure, à la fenêtre de trucs. Souvent, on me dit, tu sais, je donne des sourires aux gens. T'as bien vu, souvent. Moi, je kiffe donner des sourires. C'est pour ça que je porte pas mon masque. Moi, ça fait depuis le mois de mars, vraiment, que dès le départ, j'étais déjà à la rue depuis un an. Je remets dans un garage, j'expliquerai après. Mais depuis le mois de mars, je suis vraiment à la rue. On m'a hébergé 2 mois à l'hôtel. Merci Macron, quand même. Par rapport à ça. Il faut savoir saluer les beaux gestes. Voilà. Et là, si ça t'a permis ça, c'est quand même une belle décision. Ça m'a permis d'arrêter la méthadone au mois de mars. Merci Macron. Le Covid m'a aidé aussi à arrêter la méthadone. J'étais plus qu'à 15 mg. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Vu que j'étais dans le confort. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu peux mettre quelqu'un dans le confort, un SDF dans le confort, il peut très très bien évoluer. Il peut évoluer super bien. Et de là... j'ai jamais mis mon masque. Depuis le mois de mars, je ne porte pas le masque. Parce que je trouve que porter le masque, c'est cacher la moitié d'un visage. Alors, je mettrais, parce que je connais un petit peu, tu m'en as parlé avant, mais je le dis pour les gens qui t'entendent pas, tu le mets quand même dans tous les intérieurs. Oui, oui, par respect, parce que sinon... par respect. C'est même pas par respect.
Je te le dis franchement. Oui, c'est parce que tu te ferais dégager. Ouais. Je me ferais dégager, tout simplement. C'est une obligation, parce que sinon, c'est moi qui va prendre une amende aussi, et ça sera le patron de l'entreprise ou du magasin. Mais au-delà de ça, même, tu le fais savoir. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, te parle dans la rue et te dit est-ce que tu peux mettre ton masque comme je sais pas, je le mettrai. Mais si on ne me le dit pas, je le mets pas. Du moment que lui, il en a un sur la bouche, je le mettrai pas. S'il n'en a pas, ça veut dire que lui, il est consentant que moi aussi, j'en mette pas. Mais s'il me demande d'en mettre un, je le mettrai. Ça, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Par respect, parce que je respecterai toujours. Je mets un petit peu, voilà, c'est-à-dire que tu portes pas le masque, mais je mets quand même un petit peu de nuance dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu sais quand même respecter la règle qui est celle imposée à tous. C'est juste que, voilà, souvent, il y a la police qui me disent... je fais le geste, qui me disent de montrer, de mettre mon masque. Je le mets quand même. Oui, bah oui. Juste pour pas avoir d'histoire avec eux. Évidemment. Et voilà, être respectueux envers eux. C'est leur rôle de le dire. Voilà, c'est notre rôle de le mettre quand ils nous le disent. Et moi, j'ai été quand même testé 4 fois. 4 fois depuis que je le mets pas. Hein. Ouais. 4 fois négatif. Et il faut savoir qu'en plus, moi, ça me fait très très mal. Comme je te disais, Yo-Yo, ça me fait très très mal parce que j'ai fait 10 ans de boxe. Et sur les 10 ans de boxe, j'ai été les cloisons déplacées. Et quand on me met le coton-tige, j'y ressors tout tordu. Ouais, et on t'enfonce jusqu'en haut du cerveau. Ouais, d'accord. C'est une grande tige dans le nez. Ça me fait super mal. Mais je le fais quand même. Et comme ça, je prouve par des feuilles. Parce que j'ai des feuilles dans mon sac à dos. J'ai des feuilles, comme quoi je suis négatif. Moi, je prouve aux gens, mais j'ai fait me regarder. Je l'ai pas eu. Hein. Parce qu'en fait, tu sais, moi, je dis que mettre un masque, déjà, ça gâche la beauté de la personne, la valeur de la personne. Et en plus de ça, on respire le monoxyde de carbone. C'est très bon. Et on fait encore moins ses défenses immunitaires. Moi, je suis à la rue. Je sais pas, il y a peut-être un chien qui a pissé, il y a peut-être un gars qui a craché. Ça m'arrive de cracher par terre. Je l'avoue, hein. Quand j'ai des glaires au fond de la gorge, je les crache. Hein. Je vais pas les garder au fond de moi. Peut-être que, tu vois, j'ai pas vu, j'ai mis un petit peu trop bu le soir pour aller me coucher encore mieux sur les arches qui sont juste à côté de chez vous d'ailleurs. Et peut-être que, un peu trop bourré, j'ai mis la main dans un crachat qui était mélangé avec de l'eau de pluie. Et ça m'arrive, tu sais, je me gratte la gueule, je me gratte la bouche. Ça veut dire que peut-être que... Tu vois ce que je veux dire ? Mais je fais mes défenses immunitaires comme ça. C'est pour ça que les enfants sur le Covid sont pas des personnes à risque, parce qu'ils ont grandi dans un environnement où il y avait toutes ces bactéries. Du coup, leur système immunitaire il s'est développé. C'est pour ça qu'ils sont moins touchés. Alors, les personnes âgées. Je sais pas quelle est la véracité scientifique de ce propos-là. Je sais pas si alors, justement, je le sors pas pour rien. C'est que j'avais lu plusieurs articles qui parlaient de ça, que si les enfants étaient moins touchés, c'est parce qu'ils étaient armés. Oui, après, c'est bien, parce que ça alors, change de la merde. Vous regarderez sur Internet, même les auditeurs, essayez de regarder sur Internet s'il y a eu un SDF qui a eu le Covid. En tout cas, ils en ont pas parlé. On peut-être pas, mais c'est vrai qu'ils doivent pas. Si on a eu, en tout cas, ça c'est pas passé dans les articles ou quoi. Non, il n'y en a pas eu un seul. Les SDF, ils souffrent moins du corona que de la crise. Il y en a eu aucun. Moi, je côtoie plein d'SDF. Il y en a eu aucun. Quand je te dis aucun, c'est aucun. Mais en fait, finalement, vous n'êtes pas enfermé dans des pièces avec d'autres gens, au final. Vous êtes toujours en parce que c'est au travail dans les stats, c'est au travail que les gens le chopent le plus. Au travail, puis après, derrière, dans les bars. Tu sais, renfermer les gens chez eux, confinement, là, 21h, là, on oblige les gens de rentrer chez eux, couvre-feu. Mais tu sais que c'est pas bon. En fait, les gens sur la santé, ça joue sur le moral. Ça joue sur le moral, ça joue sur surtout sur le moral, beaucoup sur le moral, sur la santé aussi, parce que les gens, ils font plus leur défense immunitaire. Quand tu es au contact des bactéries, c'est là que tu te fais des défenses immunitaires au final, tout simplement. Ouais. Ça, faut pas l'oublier. Après, là, c'est toujours compliqué d'en parler, surtout que sur Fils de Plume, on a toujours dit qu'on parlerait pas politique, on a tous des avis assez tranchés là-dessus. Et moi, pour le coup, je peux être assez virulent avec ça, c'est pour ça que j'évite de trop parler. Ouais. Mais on va revenir du coup sur le sujet. Mais en tout cas, sur le principe, je suis d'accord que je sais pas si c'est un moindre mal ou un mal tout court. Mais c'est certain que ça crée d'autres problèmes. Ça, c'est incontestable, c'est sûr. Après, est-ce que ça crée d'autres problèmes au profit d'un problème au prix d'un problème qui sera encore plus gros, en fait, voilà, ça je peux pas dire, mais par contre c'est clair que ça en crée d'autres, oui, ça on est d'accord. Voilà, chacun notre point de vue là-dessus. Ouais. J'ai tendance à dire, pour donner vite mon avis, moi je suis complètement contre le couvre-feu, mais après je veux pas détailler quoi. Voilà, on en parlera pas. Mais du coup, on parlait de communication et tout, on parlait un petit peu d'Yves, qu'on était autour de la table, qui nous avait vraiment enseigné, qu'on avait passé toute la nuit avec lui, il nous apprenait des trucs, on apprenait, c'était magnifique quoi. Ouais, avec Yves. On l'invitera sur l'émission. Ouais, c'est sûr. Je vois pas c'est qui Yves. Tu sais, je t'avais dit, grosse montagne, les cheveux longs, il a une 60aine d'années. Les cheveux longs blancs, une grande barbe. J'ai jamais ah ouais, parce que c'est un mec hyper avenant aussi. C'est Dumbledore mais en musclé.
C'est Gandalf quoi. Ouais, c'est Gandalf. Et en plus musclé. Il est sur le vieux tour vu que tu me dis qu'il dormait. Il est moitié sur Saint-Pierre, là où il a son squat et tout, moitié sur Saint-Pierre, moitié à Plume. Saint-Pierre jouait les tours aussi, un bon squat à ce qui paraît. C'est lui du coup qui s'occupe de ça. Enfin bref, du coup on va. Quand ça, je le rencontrerai. Ouais. De toute façon, on aimerait bien aller faire potentiellement une émission là-bas. On verra, parce qu'on l'a pas revu depuis longtemps quand même. Et bref, du coup, voilà, revenons. Du coup, t'avais été gerté. T'avais quoi? T'avais 19 ans. Tu venais rencontrer ta copine. T'avais été gerté du foyer du CHRS. Et en fait, là, on a commencé. C'était à Bourges. C'était à Bourges, le foyer CHRS de Bourges. Saint-François d'ailleurs. J'aime bien Saint-François, c'est un bon saint. Et de là, il y a la mère de mon fils qui me dit bon vas-y, je te suis, tant pis, je quitte le CHRS, on fait une vie de couple, on commence une vie de couple, on l'a fait vraiment ensemble. Et elle quitte le CHRS, on commence à dormir dans des cages d'escalier, puis machin, plus ça va, il y avait plus rien pour nous héberger à Bourges, il y avait que le CHRS, vu qu'on avait quitté, moi je m'étais fait exclure, alors impossible de revenir. Elle m'a dit c'est pas la peine que moi j'y retourne toute seule et que toi que tu restes dehors à Bourges. Alors on commence à aller sur Guéret, dans sa ville natale. C'est des fois, je pense, ça, des fois les plus démunis qui sont les plus solidaires et qui sont les plus généreux. C'est ça. Il y a une solidarité là qui s'est formée aussi. Du coup, tu arrives à Guéret ? J'arrive à Guéret. À Guéret, on rentre pas. On voit un ancien éducateur à elle de quand elle était enfant et qui avec une assistante sociale qui nous dit on va vous faire partir sur Montargis. On a trouvé une place pour vous à Montargis. Vous allez commencer par un petit foyer, ça s'appelait Imanis. C'était un accueil de nuit. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, on y va. On arrive, alors on fait 15 jours à rentrer de 20h à 8h le matin dans le CHRS. Par contre, l'après-midi, la journée, il fallait qu'on soit dehors. Alors nous, on faisait toutes nos démarches, pour essayer de s'en sortir. Et au bout de 15 jours, ils ont vu qu'on faisait nos démarches pour la CMU, pour le travail, recherche de travail à côté, même en étant toxicomane, on cherche quand même du travail. C'est le seul moyen, déjà, d'acheter sa drogue et de survivre. C'est le boulot, ça passe par le boulot. Et ils nous disent, on va vous faire un appartement de stabilisation. On va vous faire rentrer en appartement de stabilisation. Alors, un appartement de stabilisation, il faut savoir que c'est l'État qui paye un appartement. On est à plusieurs dedans, il y a chacun une chambre. Il y avait 3 chambres dedans, dont on avait le salon, la cuisine en commun, les toilettes en commun, la salle de bain en commun, et on avait chacun notre chambre. Et là, par contre, j'avais le droit d'être avec ma femme dans cette chambre. Alors nous, ça nous convenait totalement. Alors on a commencé à travailler. Et malheureusement pour moi, encore la toxicomanie, au bout de 2 mois, ils retrouvent, parce qu'il y avait des fouilles de temps en temps dans les chambres pour savoir ce qu'on faisait. Ils avaient tous le double des clés, parce que je trouve pas ça normal non plus. Oui, non, moi non plus. Oui. Oui, ils avaient le double des clés, alors ça veut dire qu'ils rentrent dans l'intimité des gens déjà. Et là, ils retrouvent encore des seringues à moi dans la chambre. Bien cachées, mais ils arrivent à les trouver quand même. Et là, encore renouveau exclu. Ah, vous vous shootez ouais, je me shoot. C'est mon addiction. Et je shoote pas de drogue, parce que là, je commençais à vouloir m'en sortir. Shooter que du Subutex. J'ai fait, vous avez rien à me dire, parce que je shoote mon médicament. Les seringues sont légales. Il y a des Detribox. Il y a des Carudes qui délivrent des seringues gratuitement. Surtout à Montargis, il y a le Carude qui s'appelle Oasis, qui délivre des seringues. Et là, ils nous excluent. Bref. Pourtant, je shootais que du médicament. J'aurais prouvé par A plus B, mais vous voulez rien savoir de plus. J'ai fait, on cherche pas les histoires, on s'en va. Et là, on traîne dans Montargis. Et à Montargis, je me fais héberger par un ami. Et entre-temps, il avait hébergé, on appelle ça il l'appelait sur Montard, bref, j'aurais même pas le dire, mais bon, ça tu le couperas, s'il te plaît, avec ça aussi. Alors attends, écoute, je regarde le timecode. Ok, très bien. Et je me fais héberger par un ami, et entre-temps, cet ami héberge un autre ami, avant que j'arrive chez lui. Et ce monsieur avait une hépatite C. Et il n'était pas respectueux. Avant de partir, il a laissé un petit sac de sport, avec plein de seringues décapuchonnées, en plein milieu de la salle de bain. Et il faut savoir que mon ami était aussi toxicomane. Tous les matins, il faisait un shoot au réveil. Un gros shoot d'héroïne. Et puis, il était un peu défoncé. Il va dans la salle de bain. Avant que j'arrive, tout ça. Avant que j'arrive avec la mère à Timéo. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit ce sac au milieu de la salle de bain. Il fout un coup de pied dedans. Ça lui pique le pied, mais il s'en rend pas compte avec la défonce.
Et le sac, comme par hasard, il glisse sous le meuble de l'évier de la salle de bain. En dessous. Pfiou, un tout petit sac de sport, un machin tout petit. Ça glisse en dessous. C'était même une sacoche, je crois. Et ça glisse en dessous. Bon, bah, moi, entre-temps, lui se fait piquer par le pied, ça veut dire contaminé par l'hépatite C par son pote, qui avait laissé ça chez lui. Et moi, entre-temps, j'arrive une semaine après, parce que viré de l'appartement de stabilisation. Et il me dit, ouais, je t'héberge un mois et t'essaies de te débrouiller après. Et là, j'apprends que je pars une semaine à Guéret pour aller voir les parents à Virginie, parce qu'ils sont de là-haut à la base. Et ils me disent, on revient une semaine après, ils m'hébergent. Et là, le Carude avait fermé, l'association de Carude avait fermé, ou qui délivre des seringues gratuitement, ça avait fermé. Et je dis, bon, on s'est déjà emprunté des seringues, t'as pas de maladie, machin, il n'y a pas de problème. Vas-y, il me dit, ouais, bon, vas-y, on va quand même mettre un coup de javel pour bien les nettoyer, on va les faire bouillir, coup de javel et tout. Et puis de là, j'emprunte sa seringue, et puis je squatte chez lui, et puis d'un coup, il me dit, putain, Seb, faut qu'on fasse le ménage à fond. Il m'héberge pendant une semaine, il me dit, voilà, ça serait le coup de faire le ménage à fond et tout. C'est un peu crado à l'appart. En plus, on est à 4 là-dedans avec ton chien, parce que j'avais pas encore Ose, mais j'en avais un autre. J'avais Ebola, excusez-moi du terme. Et encore un virus. Mais qui dira soigner celui-là. Émission virus aujourd'hui. Et de là, je fais le ménage à fond, et puis je dis, ouais, Seb, je viens de faire le ménage dans la salle de bain, je viens de retrouver le sac. Que je me suis piqué le pied avec. Ouais. Et là, je tombe des nues. Il me dit, bon, on va devoir faire des tests. Tu vas t'acheter des seringues. Attends, juste 2 secondes. T'as redit peut-être que je recoupe aussi. Ouais, merde. Bah attends, refais. Je crois que t'as dit Virginie aussi tout à l'heure, c'est le nom de. Ouais, mais c'est pas grave, Virginie. Refais le passage. Donc j'ai retrouvé le sac. On le réécoutera. De toute façon, dès que t'entends. Oui, mais tu peux d'accord. recommencer au ménage. Vas-y, au pire, je biperai. Ouais. Tu peux recommencer au ménage. Ouais, et en fait, au ménage, il retrouve le petit sac qui était caché en dessous de l'évier pendant le ménage. Et là, il me dit, Seb, il y a un gros problème, parce que je m'appelais pas Babas avant. Bref, il me dit, Seb, il y a un gros problème. Va falloir qu'on fasse des analyses. Alors, on va tous les deux au Carude, parce qu'il y a aussi l'association Espace, où il y a des médecins qui te délivrent tes médicaments de substitution. T'as des psys, t'as des éducateurs, t'as plein de trucs, tu vois, pour t'encadrer bien. D'ailleurs, c'est grâce à Montargis que j'ai réussi à m'en sortir des médicaments. Okay, merci Montard. Merci Montargis. Big up à Montargis. Big up à l'association Oasis et à Espace. Big up, très bien, gros big up. Et de là, ils nous disent, bon on va faire un test, on va faire une prise de sang que dans un mois. Parce qu'il faut savoir que l'hépatite C, t'as 1 mois d'incubation. Bon, en fait, t'as 1 mois où ton corps peut traiter de l'hépatite C de toi-même. De soi-même, pas de toi-même, de soi-même. Fais gaffe à pas taper sur la table parce que ça, en fait, ça résonne énormément dans les trucs. En fait, t'as le test, t'as l'hépatite, ton corps peut le soigner en 1 mois de temps. Si dans 1 mois on te fait la prise de sang, c'est là. Et là, malheureusement, c'était là pour tous les deux. Alors, le plus mauvais génotype, un A, avec le sous-type A, le plus virulent. Bah, merde. Et là, je l'ai chopé ça, c'était en 2009. Ouais, 2010. Et de là, un peu vexé de tout ça de Montargis par rapport à l'hépatite, je me casse de Montargis et je demande aux éducateurs s'ils peuvent pas me trouver un autre foyer dans une autre ville. Je leur dis n'importe laquelle. Et là, ils me parlent d'Aurillac. Alors, je pars sur Aurillac avec la mère à Timéo. Et il y a un CHRS qui s'appelle la Nef. On arrive à la Nef, je me shootais toujours encore un peu, bref. J'arrive à la Nef, parce que Montargis, je suis retourné après, je l'expliquerai. Tout en heure et en temps et en heure. Je vais à Aurillac. À Aurillac, j'y reste peut-être 6 mois, 7 mois. On reste à la Nef 2-3 mois. Je me fais encore virer de la Nef à cause des seringues au bout de 3 mois et de l'alcool. Et là, travailler la mère à Timo, parce qu'il faut savoir que la mère à Timo, oui, j'ai eu un fils après, bref, ça je l'expliquerai aussi après. Ouais. C'est compliqué, c'est dur de parler à un micro. Et tu t'en sors super bien. Et de là, je dis à Virginie, vu que tu as du boulot, on peut essayer de rentrer dans un foyer de jeunes travailleurs. Alors on arrive à rentrer dans un foyer de jeunes travailleurs. Et tu sais, toujours un petit peu addict aux médicaments, addict à me faire de l'argent. Je croise des gens qui me proposent d'être leur dealer. Alors, ils ramènent en grosse quantité de l'héroïne.
Je connaissais un pote qui adorait les médicaments, tout ce qui était Ritaline, Skenan, 30 cents, toutes ces merdes qui peuvent te défoncer la gueule à moindre coût parce que c'est gratuit à la pharmacie. Et il me dit ouais, tu me files ton attestation et puis moi je fais des ordonnances, je connais un médecin crapuleux, il te fait des ordonnances à tout va. Il faut savoir que les premiers dealers c'est les médecins. Après c'est mon point de vue à moi. Et de là, on fait 3 mois, moi je dis mon héroïne. Et 3 mois, mon pote s'amuse à faire des ordonnances, à récupérer de la Ritaline, à récupérer plein de médicaments qui sont assez forts. Et de là, un matin, ma compagne part pour aller au boulot, elle travaille en restauration. Et là, elle tombe nez à nez avec une grosse brigade de gendarmerie de police nationale d'Aurillac qui était à l'entrée du foyer de jeunes travailleurs. Et là, je la vois arriver, j'entends toc, 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 et j'étais en train de faire mon shoot. Et là, ça rentre, je sais pas, 10 keufs. Et là, grosse panade. Grosse panade. En plus que ma compagne ne prenait rien, tu vois. Alors, on en a pris autant que moi. Bref, après, j'ai sauvé la mise. Et j'ai fait un peu mon crapuleux parce que j'ai retrouvé ma femme en cellule, qu'elle avait rien à voir avec moi. Elle s'est retrouvée en garde à vue, elle a perdu son travail à cause de moi. Elle a fait 72 heures de garde à vue avec moi, ça aurait pu être 96. Et là, les flics chantage. Je leur ai dit, mais ma compagne, faites-lui des prises de sang, elle ne prend aucune drogue. Elle en a pris au début avec moi, du speed, des petites conneries qui ne rendent pas addict, mais elle ne prend aucune drogue. Au jour d'aujourd'hui, elle ne prend plus rien, elle part même au travail. C'est moi qui ne travaille pas, c'est moi qui deal, c'est moi qui fais tout. Ah vous allez nous dénoncer tout, sinon on la laisse pas libérer, on la fait plonger avec vous. Ça a marché au chantage. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis plié à leurs exigences et j'ai balancé tous mes grosses têtes en fait pour la laisser libérer. Putain, c'est moralement douteux de faire un chantage sur quelque chose qui est pas avéré. Enfin, je connais pas les lois et tout. Ils ont peut-être. Non, mais je parle pas du fait de les balancer. Ça, non. Toi, t'avais pas le choix. Non, le fait de faire un chantage de leur part, alors que elle est liée pour rien. C'est tellement facile. Écoute bien, c'est tellement facile, Simon, de laisser un toxicomane dans une cellule en état de manque que t'es obligé au bout d'un moment. T'es en état de manque, tu trembles, t'as froid, t'as chaud, t'es courbaturé, tu peux limite respirer parce que tu te sens tellement mal qu'on te les laisse. Et pourtant que les médecins sont obligatoires à ta première heure de garde à vue. C'est une forme de torture en fait. Ouais. Voilà. Et là, de là, j'avais plus le choix. Je me suis dit, mais merde, sinon j'aurais pas mon médicament. Ils vont me laisser encore une journée de plus. Je peux plus être une journée de plus parce que mentalement, physiquement, c'est très très dur d'être en état de manque. Ça, faut pas l'oublier. C'est vraiment très très dur. Et de là, j'arrive à faire sortir Virginie. Virginie me fait parvenir un paquet de cigarettes. Vu qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, là par contre, j'étais le roi de la garde à vue. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais le droit de fumer des clopes dans ma cellule, j'avais le droit de boire de l'eau, j'avais eu le droit au médecin, méthadone, machin. Et là, ils m'avaient remis bien. Attends, parce que normalement, t'avais pas le droit de boire de l'eau ? Ils peinaient à me donner de l'eau. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il me forçait vraiment la torture. On est dans un état quand même qui cache bien des saloperies. Faut pas déconner. Et de là, il me laisse au bout de 96 heures sortir de garde à vue. Je retrouve ma compagne, sauf que après j'ai tous les dealers du coin sur le dos. Obligé de repartir. Évidemment. Sinon je suis un homme mort. Et je me casse. Et là, de là, on part sur Montpellier. Mais Montpellier à l'arrache, c'était une amie à Virginie qui me dit si tu veux. On part sur Montpellier, j'ai une amie qui peut nous héberger dans son garage. Un garage, c'est toujours mieux que dehors. En plus, il y a l'électricité et tout. Je pars sur Montpellier. De Montpellier, toujours. En plus, à Montpellier, on n'est pas très loin de l'Espagne. Alors, la drogue, c'est encore pire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est 10 fois pire. Excuse-moi d'avoir toussé. C'est le rhume. Non, t'inquiète, t'as toussé hors micro, c'est bon. Et de là, on fait peut-être 3-4 mois à Montpellier, d'où je trouve ma chienne Ebola, mon bosseron croisé malinois. Ouais, ça. Et c'était de Teuffer qui voulait s'en séparer. Elle avait 5 mois. J'ai fait, je la prends avec Virginie, ça nous occupera un petit peu plus. Et pour la manche, ça aide. Il faut dire la vérité. C'est ça. Ouais, ça entame le contact. Ouais, ça entame le contact. Le chien vient au contact. Surtout celui-là que j'ai aujourd'hui, il va encore plus au contact des gens. Ouais, on voit bien les chiens qu'il va voir. Du coup, tiens, mignon le chien. Du coup, ça entame la conversation. Grave.
de là, bon, bah, on fait quelques temps à Montpellier. Et puis là, il y a sa grande sœur à Virginie qui nous dit, qui apprend la nouvelle qu'on est à la rue, que ça faisait des années qu'elle avait plus de contact avec sa petite sœur, et qui nous dit, bah, attends, on va vous payer un billet de train, vous allez venir à la maison. De là, on part sur Paris, à Juvisy-sur-Orge, d'où est né mon fils après à Atis-Mons. Bref, on va venir dans les détails après. On part sur Juvisy, sur Vigie, encore des conneries avec mes seringues. On reste 3-4 mois chez elle. Au bout de 3-4 mois, j'essaie de bien cacher mes seringues pour pas que la sœur... Elle m'avait dit, Virginie, surtout si elle apprend ça, c'est mort, quoi. Ouais. Elle m'a dit, cache bien, il y a des enfants en bas âge, ils vont tout de suite péter un câble. Surtout pour les enfants, parce que là, oui, non, de toute façon, et puis en plus, on n'est pas tous égaux face à ça. Et ça, c'est quelque chose que je peux entendre. Moi, c'est vrai que surtout que moi, je faisais toutes les choses propres. J'avais des conteneurs pour mettre mes seringues utilisées dans des conteneurs exprès, des conteneurs jaunes que tu ramènes en pharmacie pour que ça soit incinéré après. Oui, d'accord. Voilà. Je faisais les choses propres, tu vois. Je laissais jamais une seringue traîner. Mais c'est vrai que sur le principe, c'est pas. Mais sur le genre de choses qu'on veut montrer à des enfants. Mais je le faisais pas. Je le faisais dans ma chambre tout seul, à l'écart de tout le monde. Il y avait que moi et la mère de mon fils qui le savait, et ma chienne que j'avais récupérée après. Ouais. Voilà. Et désolé. Et de là. T'inquiète, ça nous arrive souvent aussi. Et de là. Bon, bah, au bout de 3 mois, moi je trouve un boulot à Juvisy-sur-Orge, sur le plateau de Juvisy-sur-Orge, à Intermarché. Après, elle trouve son travail à Buffalo Grill, je m'en rappelle plus de la ville, pas très loin, bref. Et de là, bon, ben, on commence à bosser, machin, et puis bon, bref. Là, il y a la sœur, la grande sœur à Virginie qui tombe sur les seringues en rangeant un petit peu notre chambre. Sur le container, et là elle pète un câble, elle dit tu nous avais pas expliqué qu'il était toxicomane, vous dégagez. Mais vu qu'on avait 2 salaires, on s'est dit, elle était manager à Buffalo, elle gagnait bien sa croûte, elle gagnait 2000 balles par mois. Moi j'étais en mise en rayon au plateau de Juvisy Intermarché, je faisais mes 1000, 2003. Et ben j'ai dit bon, ça y est, vous êtes relancé quoi. Ouais, on s'est relancé comme ça. Et j'ai dit, tant pis, on va se prendre une chambre d'hôtel miteux à Formule 1 à côté de ton Buffalo, parce qu'il y avait Buffalo, l'hôtel juste à côté. Alors j'ai fait, viens, au moins ça te fera plus près, moi ça me dérange pas de marcher. Chez toi, t'es une femme, je dis pas que la femme est plus faible, mais j'ai dit, moi ça m'embêterait que tu traverses tout Paris pour aller travailler, et surtout à 23h en rentrant de ton service. Oui, alors ça, c'est pas une question de faiblesse de la femme. Ça, c'est un autre débat, mais je comprends complètement ton point de vue. Et moi, j'ai dit, moi, c'est pas grave de marcher 4 km pour aller bosser le matin et 4 km pour rentrer en début d'après-midi. Il n'y a pas de problème. Et de là, on se prend l'hôtel Formule 1 à 33 € la nuit, plus 5 € de supplément pour la chaîne que j'avais avant. Ça nous faisait débourser 1200 € par mois. Ouais, c'est-à-dire ma paye. Mais après, on avait 2000 € du salaire de madame. Ça revient plus cher que trouver un appart, en fait. Ouais, mais t'avais pas de bail... Enfin, les bailleurs, ils acceptaient pas, t'avais pas de garant, quoi. J'avais pas de garant, et puis j'avais pas assez de fiches de paye. Tu vois, ouais, c'est ça, ouais, tu pouvais pas. On avait peut-être 2 mois de fiches de paye, je te dis 2-3 mois. Ça, c'est quand même. Je crois que c'était 2 mois, 1 mois et demi que j'étais resté chez la grande sœur, je sais plus trop. C'est quand même. Et c'était galère. Et là, on commence à faire les petits parus vendus, tu sais, les petits journaux à la con, là, que tu trouves à la con, qui m'ont bien servi, alors ils sont pas si à la con que ça. Et là, on tombe sur un bailleur, Jean-Michel. Il y en a plein de Jean-Michel, alors tu pourras pas... Un certain Jean-Michel avec sa femme, et on les appelle, on leur dit, voilà, je leur explique tout. Hein. Tu sais quoi, je rentre... je les impue, je dis, voilà, moi je suis toxico, par contre je bosse, j'ai des fiches de paye, j'ai ma compagne qui n'est pas toxico, qui bosse aussi, il y a moyen d'assurer un loyer à 565 € par mois, même si c'est 25 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Et là, ça nous fait remonter à Juvisy-sur-Orge. D'être honnête, ça met une confiance. Ouais, mais j'étais trop honnête direct, et au final, d'être honnête, comme tu dis, tu vois, ça donne envie à la personne en face. De faire le geste, ouais. De faire le geste. Et là, il fait le geste, il me dit, ok, je vous demande pas de caution pour le moment, vous paierez la caution plusieurs fois, il n'y a pas de souci. On rentre dans l'appart, on commence à avoir juste une chaise. On avait acheté un matelas gonflable pour dormir la nuit. Saloperie d'Ebola, saloperie de chien, elle montait dessus. Et toutes les nuits, après, on commençait à le gonfler, toutes les 2 heures. On commençait à le regonfler, parce qu'elle moule l'avait crevé. Putain. Et après, on s'est meublé au fur et à mesure. Et par contre, il n'y avait plus de sexe. Entre moi et ma femme, il n'y avait plus l'alchimie entre les deux corps, le mélange de deux corps, faire l'amour, il n'y avait plus depuis 2 ans. Parce que on était vadrouillés de droite à gauche, et puis
on n'était pas forcément propre tous les jours. Alors quand t'es pas propre tous les jours, ça donne pas spécialement envie de faire l'amour pour pas que ta compagne attrape une infection ou toi t'attrapes une infection. Et un soir, il y a sa grande sœur qui apprend qu'on est en appartement. Alors elle est toute contente. Elle dit c'est bien, c'est que ça évolue. Même si je vous ai viré, c'est que ça vous a permis d'évoluer d'un côté. Alors moi je l'ai pas jugé, tu vois, parce que c'est vrai que ça m'a permis d'évoluer qu'elle me vire. D'un côté, c'est là que j'ai fait tac, tac, tac. Puis elle m'a quand même donné un tremplin. Oui, et puis bon, c'est comme tu l'avais dit toi-même, ça peut être compréhensible aussi. Oui, par rapport aux enfants et tout, c'est choquant. La toxicomanie, on n'est pas tous égaux face à ça. Non, et puis ils ne connaissaient pas, c'était quoi. Bah oui, c'est ça. Ils retrouvent ça chez eux, dans leur maison. Ouais, bah oui, en vrai, ça se comprend, quoi. Oui. Non, mais je l'ai compris tout à fait. Et de là, elle nous invite en discothèque au Métropolis, qui a pas très loin de Rungis. Ah, tu connais pas. Je crois qu'elle a fermé. C'est fort. Je crois que c'est fermé. Hein. Il y a eu pas mal de problèmes. Et là, je dis à Virginie, tu sais, toujours dans ma toxicomanie, je dis à Virginie, je savais qu'elle tapait un petit peu de coke de temps en temps. Et je dis à Virginie, si ça te dit, viens, on va se prendre un petit gramme de coke, voire 2, puis on part avec ta sœur là-haut, on se fera ça dans les chiottes, on s'en fout, quoi. Et on part au Métropolis, on se fait notre putain de bonne soirée. Et là, j'ai fait un parachute de coke. Si vous voulez pas le sniffer, elle me dit ouais, moi je vais mettre trop de temps à sniffer ça dans les chiottes, ça va être douteux, machin et tout. Je sais je te fais des parachutes, tu bouffes ça comme ça, et puis ça ira bien, quoi. Moi je fais mon taquet, machin, je fais un gros shoot de coke. Et là on fait soirée, et là on rentre. Et là, grâce à la coke, on fait l'amour. Avec l'alcool, la coke et tout, là on fait l'amour. Et là, le mois d'après, grosse magie, hein. 2 ans sans faire l'amour, grande magie. J'ai pas mes règles, j'ai un problème. Seb, il y a un problème, j'ai pas mes règles, ça fait 15 jours que j'ai pas mes règles. Oh là là. J'ai dit vas-y, je vais aller acheter un test de grossesse, il y a quelque chose qui va pas. On fait un test de grossesse et tout, le premier négatif. Puis tu sais, moi tout en défoncé, j'ai dit non mais attends, je vais en rechercher un deuxième, j'ai acheté le plus cher de la pharmacie. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas fait l'amour, c'est pas normal, tu vois. Il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. On va rechercher un deuxième test. Et le deuxième, positif. Là, je la regarde. J'ai fait on va aller voir le médecin. Hein. Elle me dit on va aller voir le médecin. On va voir le médecin, prise de sang, c'est pour voir pour voir la date du début ou quand ça a pris, quoi. Et le médecin, prise de sang, résultat positif, femme enceinte, quoi. Ma compagne enceinte. On regarde les résultats, on les ouvre tous les deux, c'est positif. Elle me dit tu sais que notre couple est quand même instable. Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Elle me dit comme ça. Moi, elle me dit, on le garde. J'ai fait, moi, de toute façon, je suis contre l'avortement. Je sais que toi aussi. Elle me dit, mais par contre, ça pourrait peut-être nous rabibocher notre couple. Et là, ça date de 2010, que je te parle de ça, de 2010. J'ai dit, tu sais, c'est pas un enfant qui va rabibocher un couple. Mais ça peut toujours être un enfant heureux de parents qui ont été aimants l'un envers l'autre et qu'on se sont soutenus tout ce temps de galère qu'on a eu ensemble. Ouais. Elle m'a dit, vu comme ça, tu sais quoi, on va le garder. J'ai fait oui. Et là, toujours avec mon hépatite C que je l'ai eu, hein, le petit. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'avec une hépatite C, en tant qu'homme, pas la femme. La femme, elle est forcément obligée de le donner à son enfant, à part avec le nouveau traitement qu'ils ont sorti au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais moi, à l'époque, il y avait la bithérapie et la trithérapie. Et moi, j'étais déjà suivi par un hépatologue à Juvisy, un très très bon hépatologue qui s'appelle le docteur Zarka. Et ça, je peux bien le préciser, le docteur Zarka, c'est le meilleur des hépatologues qu'il y a en région parisienne. Le meilleur des meilleurs. Il a Juvisy, l'hôpital de Juvisy. J'espère qu'il exerce encore parce que putain, il a dû en soigner des gars, et des hommes, et des femmes. Et de là, l'hépatologue, il me dit, il m'avait dit, bref, non. En fait, j'avais appris par l'hépatologue qu'il y avait 5% de chance, en fait, de transmettre, parce que j'y avais dit, j'ai été suivi avant d'avoir le gosse, tu vois. J'avais été suivi, j'avais commencé une bithérapie que j'avais arrêtée. Après, j'ai recommencé une trithérapie. Et il m'avait dit, entre-temps, il me dit, de toute façon, t'es pas obligé de mettre de préservatif. T'as 5% de chance de donner l'hépatite C à ta compagne. En fait, c'est l'hépatite C, il aurait fallu que je me coupe au niveau de mon zizi, que je saigne, et qu'il y ait des rapports sexuels avec les règles. D'accord, ouais. Ou que c'est vraiment de sang à sang. C'est de sang à sang. Et il faut savoir que quand tu mets une goutte sur une table,
Moi qui avais une hépatite, j'aurais mis une goutte sur une table. Pendant 24 heures, la goutte qui est sur la table, la personne passe dessus, et je sais pas, une coupure, il passe dessus, il peut l'attraper. Ton virus, tu mets une goutte, pendant 24 heures, la goutte de sang est contaminée par l'hépatite C. Au-delà, c'est bon. D'accord. Faut faire vachement attention par rapport à ça. Et de là, le petit arrive en 2011 à la maternité d'Atis-Mons, la clinique privée d'Atis-Mons. Il arrive et tout. Puis moi, comme un connard, j'ai mes parents. Je fais les 3-4 premiers jours avec la mère à Timeux. Je travaillais plus au plateau de Juvisy. J'avais changé entre-temps. J'étais au Carrefour Market à Morangis, toujours dans le 91. Et de là, je venais la voir après mon travail, je dormais à l'hôpital, à la clinique, à la maternité, j'avais le droit aux cliniques privées, t'as tous les droits, bref. T'as plus de droits qu'en en hôpital public. Ouais. Et de là, ma mère, elle me dit, j'arrive pour voir ton fils et tout à la maternité. Étonnant de ma mère. Je suis c'est cool. T'avais pas de nouvelles d'elle depuis un bout de temps, hein? Non. J'avais juste annoncé qu'elle allait être grand-mère. J'avais donné toute l'adresse. Et aussi, du coup, rebondir là-dessus. Du coup, tu avais eu des nouvelles de ton père aussi entre-temps? Non. J'étais un exclu de la famille. C'est pour ça que j'ai toujours parti dans la dérive, en fait, tout simplement. Je suis parti vraiment dans la dérive parce que j'ai toujours... Comme je reviens toujours. Tu sais, quand je cherche une petite copine, tu sais ce que je cherche, Yo-Yo? Vas-y, dis-le à tout le monde. Et je te dirai si c'est une confirmation. Non, je veux pas prendre... Non, je veux pas parler. Mais en fait, tu sais... Ouais, je vais t'expliquer. C'est l'affection. Ouais, oui. L'affection de la personne. Je cherche pas une partie de sexe, juste des câlins, de la tendresse. Tout ce que je n'ai pas eu dans mon enfance, tout ce qui a fait que je suis devenu comme ça, c'est ce qui me fera évoluer plus tard. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Bref. Et de là, ma mère, elle arrive, elle me dit, à telle heure, je serai à la sortie de l'autoroute, il faudra que tu viennes me chercher à Savigny-sur-Orge, si tu as une sortie à Savigny-sur-Orge. Et elle me dit, je connais pas Paris, viens me chercher à la sortie de Savigny-sur-Orge. Moi, tout content de voir ma mère, comme un connard, je passe au quartier et je vais chercher 2 grammes de coke. D'accord. Et là, t'as pas la BAC qui me tombe dessus. Garde à vue. 96 heures de garde à vue encore, parce que je voulais pas lâcher le morceau. J'ai fait, je vais pas recommencer 2 fois, là, c'est que 2 grammes de coke, c'est bon, quoi. Là, il n'y a pas ma compagne, il n'y a rien. Et j'explique à la BAC, en plus, il y a ma femme qui est à la maternité. Je vais pas balancer des gens pour 2 grammes de coke. Ça va rien faire de plus. Ça va faire que dalle. Ça va pas vous aider dans vos démarches. Et j'ai fait, moi, j'ai ma compagne. Ils m'ont dit, tu veux pas nous balancer? Tu sortiras pas. On va te laisser 4 jours. On va te laisser au maximum. Alors, ma mère, perdue dans Paris, elle a quand même réussi à trouver la clinique d'Atis-Mons, la clinique privée. Elle était voir Virginie. Virginie en pleurs parce qu'elle me voyait pas. Alors, c'est encore plus brisé mon couple. Déjà qu'il était, tu vois, il était déjà à cheval. Il était... Ouais. Ça allait pas de trop. Et pendant 4 jours, c'est mon père qui m'a reçu à l'appartement, parce qu'à la fin des 4 jours, mon père, il a attendu, il a pris une chambre d'hôtel parce qu'il est venu aussi. Et je me suis pris une branlée, mon pote, comme jamais je me suis pris une branlée. Ouais. Et j'avais 23 ans. J'ai pris une branlée, mais je l'ai bien mérité, celle-là, par contre. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience des choses. Et j'ai dit, mais attends, tu vas où, mon petit babasse? T'es en train de partir en couille totale. T'as pas assisté à la sortie de la maternité de ton enfant. La chose la plus gracieuse pour un homme, tu vois ce que je veux dire? La chose la plus belle, c'est d'emmener ton enfant jusqu'à ton appartement, parce que j'avais un appart et tout, d'amener ton enfant jusqu'à l'appart. Et ça, c'est magique. Et moi, j'ai pas pu assister à tout ça. Tout ça à cause de 2 grammes de coke, à cause de ma putain de toxicomanie de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et de là, je me prends ma branlée. Mon père, il me dit, ne recommence jamais ça. Il faut que tu fasses un effort au jour d'aujourd'hui. Maintenant que tu as un enfant, tu as vu comment il est beau. Excuse-moi, je vais juste voir, parce que je l'entends. Il y a Oz qui est en train de couiner, ouais. Il regarde les pattes, là. Ah oui, c'est les pattes. Et de là, il fait tous les râteliers, mon chien. Il est comme son maître. Non, il n'y a rien pour toi dans la cuisine. En plus, la flotte qu'il y a là-bas, faut pas que tu touches. C'est mélangé avec du vomi et puis du whisky, donc... Oui, t'es un peu sous comme ça. Et de là, je commence à prendre conscience. Alors, je vais retourner voir le docteur Zarka, l'hépatologue. Et là, je commence ma trithérapie. Et j'ai eu de la chance parce qu'en plus, j'avais le plus mauvais. J'avais le génotype 1A, c'est le plus virulent. En fait, c'est celui qui te bouffe le foie à une vitesse grand V.
Et là, j'ai de la chance, je fais tous les examens, charge virale, machin, nanana. Et ils voient que, en fait, j'ai besoin que d'un traitement de 6 mois, dont 1 mois d'incubation. Parce que tu as 1 mois d'incubation, que le temps que le corps se fasse. Après, tu as des autres examens. Et ça te donne en fait le temps de ton traitement. Alors, c'était 6, 9 ou 12 mois, si je me rappelle bien. Et là, moi, j'ai eu de la chance, c'était 6 mois. Grande chance, le plus bas des traitements, le moins long. Mais un traitement très lourd, hein. Très, très lourd. Ouais. Quand je te dis très très lourd, j'avais de la ribavirine, j'avais un autre médicament que je me rappelle plus, et j'avais de l'interféron. C'était une piqûre par semaine. Et on me dit, les pathologues, ils me disent, vu que tu travailles, ça serait bien que tu sois malade avec l'interféron les jours de ton repos. Alors je me piquais les week-ends de mes repos. J'avais négocié avec Carrefour pour avoir mes week-ends. Moi, je me piquais le vendredi soir pour être malade tout le week-end, pendant 2 jours. Ça fait les symptômes d'une bonne grippe. Et je repartais en fait la gueule fatiguée le lundi matin au travail. D'accord. J'ai tenu 5 mois. Le dernier mois, j'ai dû me mettre en arrêt maladie, longue durée, parce que je n'arrivais plus à suivre. Mais j'ai tenu au maximum, quoi. Et puis j'en avais marre que mes collègues, ils me voyaient comme ton micro tout jaune tous les matins. Qui me disent, ouais, bah t'es tout jaune, t'as le blanc des yeux tout jaune. Tu sais, c'est déstabilisant, c'est vexant. Et t'es pas forcément de le dire à tout le monde que t'as une hépatite C. Bah oui, non, moi, je l'ai jamais raconté spécialement. Tu vois, au jour d'aujourd'hui que je m'en suis sorti, que c'est soigné, je m'en fous. Mais quand je l'avais, tu vois, j'évitais d'en parler. Bah oui. Et de là, bon, bah, je soigne mon hépatite en novembre 2011, la première année que mon fils, elle se passe. Et là, bon, bah, il y a 1 an qui se passe encore, 2012 passe, 2013, on met les points sur la table, les cartes sur table avec la mère Atimio, plus d'amour, plus rien, et on se quitte sur bon terme. Et là, bon, bah, j'ai dit, je te laisse l'appart, je vais pas te virer avec le gosse. Ça serait malhonnête de ma part. T'as une femme, t'as le gamin. Je vais pas prendre le gamin et te virer dehors non plus. Mon fils a plus besoin de sa maman que de son papa. Alors j'ai dit, je te laisse l'appart et moi je me casse. Je retourne à la rue, c'est pas grave. Et là, je fais 2013, 2014, 2015 à la rue. Et là, je rencontre dans un foyer une Congolaise en 2015. Je la rencontre et tout, et puis j'ai dit, bah vas-y, si ça dit, on se met ensemble. Elle venait d'Afrique, du Congo, Kinshasa. On se met ensemble et tout. Et j'ai dit, bah vas-y, viens, on va aller sur Robini. On part sur Robini, hop. De là, on m'héberge. Je suis global, hein, parce que là, c'est une partie qui me... Non, mais je le fais global en 2-3 mouvements, quoi. Et de là... je la mets bien, je la mets à l'aise et tout. Je trouve mon boulot en fibre optique, machin, nanana. Elle travaillait pas. J'ai fait toutes ces démarches auprès de l'OFRA, de l'OFI, pour qu'elle aille sa demande d'asile, qu'elle aille un petit pécule, un petit peu d'argent pour elle, même si je lui en donnais par rapport à mon travail et tout. On trouve notre appart, machin, tout se passe bien. Et puis, je l'ai rencontrée en février 2015, le 27 février 2015. Et je me marie au 13 novembre 2015. Et ma maman, elle me dit, tu trouves pas que ça va un peu vite? Et j'ai dit, bah moi je l'aime, puis j'avais 29 ans. Je dis, mais maman, j'ai 29, je fais ma vie. Puis je fais, de toute façon, t'as jamais été là pour moi. Je vois pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu oses venir me dire ça. Tu oses empiétiner sur ma vie que t'as jamais empiétiné sur ma vie avant. J'ai eu un manque d'affection, t'as jamais été là pour moi, papa il a essayé d'être là. Et en plus, j'ai dit peut-être qu'il me battait, mais au moins il a été là pour moi, c'est moi qui l'ai esquivé par... Tu vois, c'est moi qui a... Voilà, bref. Mais j'ai fait, en tout cas, toi, t'as jamais été là pour moi. Alors c'est mort. T'as pas empiétiné sur ma vie, si tu veux pas venir à mon mariage, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Et là, on se marie le 13 novembre 2015 à Aubigny-sur-Ner. Parce qu'il faut se marier, tu sais, au niveau... juridique, il y a tellement de choses. Ça, c'est compliqué, bref. On se marie là, j'achète un acte de naissance au Congo à 350 €. Parce que tout se paye au Congo, faut le savoir. Un papier, ça coûte très très cher. Je paye plein de papiers pour avoir un acte de naissance, pour prouver qu'elle vient bien de Kinshasa, pour prouver sa nationalité, son machin. Et là, on arrive à se faire marier parce que je connaissais bien le maire d'Aubigny. La mairesse d'Aubigny, je la connais bien, c'est toujours la même d'ailleurs. Et elle fait pas de lettres parce que tu sais, souvent ils te font des lettres. Quand ils voient que c'est un mariage blanc, ils t'envoient, tu sais, quand ils envoient le papier, le dossier de mariage, ils te mettent un écrit comme quoi. Peut-être qu'on le sent mal, peut-être qu'on le sent bien. Là, c'est bon, c'est pas un mariage blanc. Ils ont à peu près le même âge. On voit qu'il y a de l'amour, machin. Non. Faut le savoir, ça. Oui, d'accord.
Et de là, on se marie, machin, en 2015. 2016, on a notre appart sur Bourges. Et là, elle commence à me pousser à la faute. Pour que ça soit moi qui la dégage, mais pas elle qui me quitte. En fait, je partais travailler, je posais ma tasse de café sur la table avant de partir au travail. Je l'oubliais. Et le soir, tu vois les petites marques que j'ai sur le front, là ? Ouais. Je me prends une tasse en pleine gueule en rentrant le soir du boulot parce que j'avais pas rangé ma tasse le matin. Et alors moi, j'ai dit gentiment, j'ai fait, tu sais, t'es en demande d'asile. Je te reproche pas que tu ne travailles pas, mais j'ai fait, et ça te fait quoi de prendre ma tasse, de la laver ? Même juste d'attendre que je la nettoie sans Oui, ou à la forcément rigueur. me la foutre dans la gueule, quoi. Voilà. Et en fait, à me chercher à la faute pour que ça soit moi qui la dégage. Mais pourquoi Parce que c'est quoi si le ça serait elle qui aurait demandé le divorce, Ah oui, elle se retrouvait... D'accord. elle se retrouvait en porte-à-feu devant le juge. D'accord, ah ouais. Ah ouais. C'est Alors moi, dur, j'étais mignon Ça avec va elle. loin. Un soir en 2017, excusez-moi, en août 2017, le 14 août 2017, je me rappellerai toute ma vie. Mais j'ai dit, tu sais quoi, vu que tu veux tes papiers, vu que tu veux vraiment tes papiers, casse-toi. Je demanderai pas de procédure de divorce. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu as voulu, parce que je sais qu'au Congo, c'est dur. Je sais que là, c'est une dictature, et c'est une dictature qui est très très dure, parce que moi, j'y suis allé 2-3 mois, j'ai vu comment c'était. J'ai dit, mais oublie. Tu sais quoi, je divorce pas, fais tes démarches, prends ton titre de séjour, mets-toi à l'aise, et voilà. Et depuis, je suis comme je suis là. D'accord, ouais. Vous n'êtes pas divorcé, t'es toujours J'ai- marié. à mon avis, je suis toujours. En fait, j'ai signé aucun papier, alors je suis encore marié. Ouais. Oui, Officiellement, je suis encore marié. D'accord. Ok. Et de là, je suis retourné un petit peu chez maman, mais ça n'a pas duré longtemps. Là, déjà, je me droguais beaucoup moins. C'était quand même. Je me piquais encore du Subutex, mais bon, je prenais plus de drogue dure. Et même si ça m'arrive encore de temps en temps, mais plus de me piquer, mais de taper un peu de coke, je dis la vérité, ça m'arrive encore un mari. Simon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive encore un peu. Mais après, ça passe plus par mes veines. Mais ça m'arrive en tant que after. Tu vois. Petit extra, en fait, de temps en temps, de par-ci par-là. Et À ne pas consommer, pour tous ceux qui oui, nous écoutent. alors là, en plus, je vous l'ai raconté, et franchement, c'est pas consommé. Non, parce ça que donne vous pas avez- envie là. Vous voyez bien qu'il ne Ouais. faut pas taper dans ces trucs-là. Déjà, j'avais Ça pas, fout la merde. L'histoire, on va pas Personnellement, censurer. Pareil, j'avais pas forcément envie non plus. j'avais pas envie non Non, plus, faut mais là pas encore entendre. moins. Non, sincèrement, si vous entre entreprenez, Climax et cette histoire, vous êtes dans la merde. Moi, faut vraiment le dire. C'est Moi, la je merde. toucherai vraiment jamais touché à La ces merde. saloperies. et Non, c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai assez de témoignages de toute façon. Même moi, tu vois, maintenant, au jour d'aujourd'hui, oui, j'en prends de temps en temps. Je dirais pas le contraire. Mais je sais que pertinemment, ce que j'ai fait n'était pas bien. Voilà. Ouais. Et de là, je retourne chez ma mère pendant un an. À peine un an. Parce qu'il y avait mon beau-père qui était malade d'un cancer. Elle avait besoin de moi. Alors, elle s'est servie de moi parce qu'elle voulait pas quitter son travail pour être là au chevet de son copain. Alors, elle m'a dit, viens à la maison et puis tu m'aides par rapport à Thierry. Et puis pendant ce temps-là, au moins t'es hébergé et puis tu essaies de faire tes démarches. Mais j'ai dit à Aubigny, j'ai vu que j'ai une sale réputation de toxicomane, j'arriverai jamais à trouver de travail. Mais je vais quand même venir t'aider. Mais parce qu'il avait quoi, son copain ? Un cancer généralisé. D'accord. Il avait 7 métastases au niveau du Donc il cerveau. avait besoin, ouais, ok. Voilà, ça allait plus du tout, quoi. Il avait besoin de soutien à longueur de journée. Et de là, j'y vais. Et puis en 2013, il décède le 11 décembre 2013. Il décède et puis d'un coup, elle me dit maintenant que il est parti, tu dégages. Alors j'ai dit tu sais quoi, je vais aller à Montargis auprès de mon fils parce qu'elle habitait à Château-London et c'était à 13 km de Montargis. Alors j'ai dit vas-y, je pars sur Montard vu que j'ai déjà connu Montargis, je connais toutes les assos, ils vont me reconnaître, ils ont mes dossiers, machin, je vais être bien. Je retourne sur Montargis, de Montargis, je retourne au Carude parce que j'avais besoin de seringues pour shooter mon Subutex, de seringues stériles parce que je voulais pas rechoper une hépatite C que j'avais déjà soignée. Tu fais une fois l'erreur, tu la fais pas deux, quoi. Tu retouches plus de seringue à qui que ce soit. Même si ton pote, il te dit j'ai pas d'hépatite, j'ai rien. Non, faut pas y croire. Ouais, de toute façon. Non, on sait jamais. On fait pas des examens tous les mois ou tous les jours, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et toi, à ce moment-là, t'avais encore... T'étais encore malade, t'étais encore... J'avais plus d'hépatite. T'avais plus d'hépatite, ouais, J'avais c'est déjà vrai, soigné ouais. en 2011, Ok. le 11 novembre 2011. Elle était traitée, il n'y avait plus rien. Ok. Voilà. La première année de mon fils, avant qu'il aille 1 an, elle était déjà traitée. Ça valait le coup de fêter le jour férié. Quoi ? Ça valait le coup de fêter le jour férié, 11 novembre 2011.
Maintenant, je saurais pourquoi je bosse pas. Et de là, je repars sur mon tard. J'arrive avec mon petit sac, mon petit baluchon. La première chose que je fais, c'était tu sais, priorité aux médicaments. Alors, obligé d'être suivi par un médecin là-haut. Quand je ramène mon ordonnance, parce qu'il faut ramener ton ancienne ordonnance de ton ancien médecin, du dernier médecin, pour prouver que tu prends bien du Subutex, c'est bien sous traitement. Et de là, j'arrive en 2018 sur Montargis, en juillet 2018. En août, je commence à voir mon premier médecin. Je fais tout le mois d'août, nickel. Et là, je commence à parler. Je suis peut-être à la rue, mais je loue un garage au mois. Ça me dérange pas de laisser Ose, parce que j'avais récupéré Ose entre-temps. Ça me dérange pas de laisser Ose dans un garage et puis aller travailler, quoi. Il n'y a aucun problème. Ils me disent, attends, il y a des chantiers de réinsertion, ça s'appelle le Gâtinais. De Montargis, le Gâtinais. Et en fait, c'est des contrats de réinsertion pour les gens qui sont en difficulté, comme moi, qui sont RSA, machin et tout. Pour les gens qui ont plus de 25 ans, malheureusement, il n'y a rien pour les jeunes de moins de 25 ans. Va falloir que ça se bouge un peu pour eux aussi. Et de là, je pars au mois de novembre. J'arrive fin juillet. Au mois de novembre, le 3 novembre, je commence à travailler. Déterminé, tu sais, par rapport à mon fils, déterminé. Et là, au mois de novembre, j'en avais marre, tu sais, de me piquer au Subutex. J'ai fait, mais en fait, je le prends pour une drogue. Alors, je revois mon docteur à l'association Espace, à Montargis, et j'ai dit au docteur, d'ailleurs, un putain de docteur de ouf, je le conseille à tout le monde, j'ai dit, mais passez-moi la méthadone en gélule. Parce que j'en ai marre de piquer mon Subutex. J'en ai marre de scléroser mes veines. Et mon corps, au bout d'un moment, il va fragiliser. Il a déjà fragilisé. Je t'en ai parlé, j'ai 2 stents au niveau du cœur. J'ai sclérosé 2 artères. Quand je te dis sclérosé, ça veut dire qu'ils étaient bouchés. Elles étaient aplaties. D'ailleurs, on m'a mis 2 stents, j'ai failli mourir 2 fois. Explique ce que c'est une stent, parce que moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Un stent, c'est un petit ressort qui font que ça remet ton artère en place. En fait, c'est une insuffisance cardiaque. En fait, ça t'écrase ton artère. Et en fait, le ressort, ça te bouche l'artère. Et en fait, ils te mettent un ressort, c'est un petit ballon. Hop, ils te le gonflent. Et hop, ça refait repasser le sang. Okay. En fait, ça récarte l'artère qui était tout aplatie. Parce qu'on me l'avait expliqué, mais quand on t'envoie ça par le la première fois qu'on m'a dit j'ai un stent, j'étais en mode c'est quoi le projet Moi je viens d'apprendre ce que c'était. Donc non, c'est bien. Un stent, c'est un petit ressort un petit ballon ou un petit ressort qu'on te met dans l'artère pour en fait récarter. En fait, ça t'écrase en fait quand tu fais ton insuffisance cardiaque, tu commences à avoir des éléphants qui sont sur ton torse et que tu peux plus respirer, que c'est une galère pas possible. Là, c'est là qu'il faut appeler le 15 direct. Faut pas passer par le 18, mais t'appelles le 15 direct. Et là, en fait, ils t'emmènent, ils te sédatent à mort et tout pour essayer de moins souffrir, mais tu souffres quand même énormément. Et là, tu arrives au bloc opératoire du cardiologue. Le cardiologue, il te passe un liquide dans le bras en perfusion, dans les artères, et il te dit oh, c'est là que c'est bouché. Dans 5 minutes, c'est réglé. Et là, il te repasse dans le même trou un câble qui va jusqu'au cœur. Et là, tu as un petit ressort. Pouf! Il te le met un petit ballon. Pouf! Et là, tu revis. D'accord. T'as plus de douleur. Ça va mieux. Voilà. Formidable ce qu'on arrive à faire. Et après, t'as beaucoup de kiné. T'as beaucoup de cardio à faire. T'as beaucoup de kiné à faire. Et ça, faut le suivre, mais vraiment à la perfection. Ouais. Parce que sinon, tu vois, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis contre les médicaments. Non, moi, j'ai des médicaments pour la tension. J'ai des médicaments pour le cœur. Mais vu que j'aime pas les médicaments, je les prends pas. C'est pas un conseil que je donne aux auditeurs, hein. Mais moi je les prends pas, je suis en anti-médicament. Si je pouvais me soigner qu'aux plantes, je le ferais qu'aux plantes. Alors, ça m'arrive des fois de prendre des soupes d'ortie. Les orties, ça pousse plein en bord de l'art. Tu fais un bon bouillon d'ortie, c'est très bon pour c'est bon pour la santé, et puis en plus c'est délicieux. Et puis c'est plein de fer, c'est plein de cochonneries. De bonnes cochonneries. Et c'est très bon pour le cœur. C'est très très bon. Faut savoir que dans l'ortie, tu sais que tu as plusieurs venins, à ce qui paraît. Tu regarderas sur internet. Je crois, hein. Je suis pas sûr de mon dire, mais je crois. On vérifiera. Il n'y a pas Wikisoren aujourd'hui. Wikisoren n'est pas là. Non. Et de là, je fais à Montargis, je fais du mois de novembre à mars. Et là, confinement arrive. Chômage partiel arrive. Et là, je me retrouve, ils savaient que les assos et tout ça, ils savaient que je dormais dans un garage. Et pour le Covid, Macron, c'est pour ça que j'ai dit merci Macron tout à l'heure,
pour expliquer que Macron, il m'a sorti de la méthadone au final et il m'a hébergé. Et je lui dois une fière chandelle par rapport à ça. Ça fait plaisir d'entendre de voir qu'il n'y a pas que des... Il y a des bonnes choses aussi. Ouais. C'est cool. Et il a payé 1500 € d'hôtel par mois pendant 2 mois pour moi. 1500 balles au mois. J'étais hébergé à l'Hôtel de France à Tours, place de la République. Un hôtel 3 étoiles. J'étais dans un appart-hôtel. C'est-à-dire j'avais un petit studio avec une kitchenette et une salle de bain. Et un petit coin salon. Avec une grande télé, avec Wi-Fi, tout ce que je voulais. Il m'a hébergé 2 mois là-haut. Et puis pendant 2 mois, je voyais encore des gars. Parce que tu sais, avec les attestations, tu en avais qui pouvaient encore travailler. Et là, au mois d'avril... j'ai fait mars-avril à l'hôtel et fin avril, je vois des gars tirer la fibre optique. Vu que j'étais ancien technicien dans la fibre optique, j'ai dit mais tiens, pourquoi pas leur demander, vu que moi avec mes 800 € au Gâtinais en contrat de réinsertion, c'était un 20 heures par semaine, j'arrivais pas à me loger, personne ne voulait de moi en logement, même si j'avais un petit peu de la CAF, tu sais, une prime d'activité là, de 200 balles, ça me faisait 1000 €, j'arrivais à rien. Ouais. Et j'ai dit au gars de la fibre, je suis putain, j'étais dans la fibre, j'étais un bon soudeur, je sais faire mes PMZ, je sais faire le Nero. Bon, c'est des termes spécifiques que je vous dis, mais il y en a peut-être qui vont comprendre. Faire le cœur et tout. Voilà. Et je vais les voir gentiment, je leur dis ouais les gars, voilà, moi j'ai 800 balles, j'arrive pas à me loger avec ça, je suis dans un garage là, c'est monsieur le président qui veut bien m'héberger dans un hôtel, alors je suis à l'aise. Et de là ils me disent ok, mais ça sera sur Tours, mais ça sera après le confinement. Et le confinement arrive mi-mai, autour du 16 mai, un truc comme ça. Le confinement, c'était début mars. C'était le déconfinement. Oui, le déconfinement, c'était mi-mai, autour du 16 mai, un truc comme ça. Ouais, c'était un petit peu avant juin. Je sais plus exactement. C'était un peu avant juin, c'était fin mai, il me semble. Non, mi-mai, ouais. Non, c'était mi-mai. Parce que moi, j'avais mars-avril. Oui, c'était 3 mois. 3 mois, donc mars-avril, mai. Ouais. Et de là, j'arrive sur Tours, il me paye mon billet de train et tout pour arriver sur Tours pour envoyer mon chien. Il m'héberge à l'hôtel Tours Nord, Formule 1 à Tours Nord, avec le chien pendant une semaine. Et moi, pendant cette semaine-là, je donne ma démission à mon ancien travail, ce qui est normal. Et ils m'ont planté. Et là, j'ai tout perdu. Ah merde. Et là, rebelote. Et par contre, j'avais pas tout perdu parce que ça me donne pas envie de retourner vraiment dans la drogue. Tu vois, parce que là, j'aurais pu craquer et me dire, vas-y, je me défonce la gueule du matin au soir, tu vois. Ouais. Et non. Bah, nickel. En vrai. Et on t'a connu à peu près à ce moment-là, quoi. Et là, non, au mois de mai, j'ai fait... Attends, écoute, le mois de mai, je fais... les 3 dernières semaines du mois de mai, je l'ai fait à l'arrache, au quai de la Loire, tu sais, où il y a le camp en bord de Loire, à côté du pont Napoléon. Ouais. Eux, ils me dégagent. Au bout d'un moment, parce qu'ils s'alcoolisent un peu trop, bref, c'est comme ça. Ils me dégagent. Et puis je fais 3-4 jours comme ça dans la rue, dans Tours, je tourne en rond, toujours ma bonne sympathie, parce que c'est à Tours que j'ai appris aussi à être comme ça, faut pas l'oublier. Voilà. On remercie la ville. C'est pour ça que je la kiffe. Et de là, j'ai une amie, je mets sur les réseaux sociaux que j'en ai marre. Et là, j'ai une amie d'Aubigny-sur-Ner qui me dit, si tu veux, ma ville natale, qui me dit, si tu veux, viens à la maison. Alors, début juin, rebelote, je repars à Aubigny. Mais tu sais, un petit peu en faisant la gueule, mais en ayant le sourire, je me dis, voilà, je vais pouvoir être hébergé, je vais pouvoir me poser. Et par contre, j'ai dit, franchement, tu sais, j'ai un passé de toxicomane à Aubigny, ça va être dur pour moi de trouver du travail. Elle m'a dit, ouais, moi, je te demande rien. Elle me dit juste, viens à la maison. Et là, je fais juin, début juillet. Et là, je trouve un travail à un artisan, un maçon, qui a fait les Compagnons du Devoir, qui travaille avec son fils. Son fils l'abandonne en cours de route. Bref, pour des raisons de santé. Et il me dit, moi je suis prêt à te prendre dans la maçonnerie. Alors je fais du 20 juillet au 30 juillet en contrat CDD, parce que moi j'ai expliqué, je suis vu que je connais pas le boulot de maçon, je suis capable de tout apprendre, mais pour te faciliter la vie, parce que j'avais vu le coronavirus qui avait foutu vraiment la merde dans tout ce qui est patronal et tout ça, c'était un gros bordel. Ouais, toutes les petites entreprises et tout ça, c'était chaud pour eux. Alors moi j'ai dit, si ça te dit, moi ça m'arrange, j'ai aucun diplôme. J'ai fait des apprentissages, mais j'ai tout loupé suite à mon passé de toxico. J'y avais tout avoué parce que je savais que j'allais aller chez des clients qui connaissaient mon passé, qu'ils allaient lui remonter. Alors qu'est-ce que je fais ? Moi, j'y raconte mon passé. J'ai pris les devants, j'ai dit voilà, ils vont te parler de moi comme ça, mais ne crois plus, je suis plus la même personne, j'ai changé. Et de là, il me prend jusqu'au 30 juillet. Après, il me dit là, je vais te prendre comme ça. Parce que je crois que ça pue un peu la merde pour mon entreprise. Et là, il est obligé de mettre la clé sous la porte. Ah putain, merde. La clé sous la porte.
Et là, bon, ben, j'ai fait. malheur pour le prix d'un. Vu que j'ai rien à faire à Aubigny, je trouvais pas de travail, bah, je suis revenu à Tours. Et me voilà depuis début septembre à Tours. Ouais, c'est vers ces eaux-là que j'ai commencé à te voir. Oui, c'est ça, parce que Martin, il m'a dit que tu étais arrivé récemment en plus. Début septembre, moi, je suis venu tout le mois de mai, une partie du mois de mai, bah, tout le mois de mai, et après, je suis là, depuis début septembre, je suis revenu. Voilà. Et donc te voilà ici autour de cette radio qui vient de raconter toute ton histoire. Bah voilà, c'est ça, tout à fait. J'ai l'impression de sortir de Forrest Gump. Je suis dans une histoire où je veux la suite. Je veux la suite. Bah, la suite, on la vivra en même temps. Enfin, on aura les échos en même temps. Tu sais, c'est quoi la suite? C'est avec un peu de chance, on me donnera un hébergement. Je remettrai le pied à l'étrier. Comme Forrest Gump. Parce que lui et Forrest Gump ne mettaient pas le pied à l'étrier et traçaient direct. c'est ça. Je vais mettre les pieds dans l'étrier. Et une fois que j'aurai les pieds dans l'étrier, ça va y aller tout seul. Alors, oui, parce que, petit truc qu'on rappelle, les hébergements ici n'acceptent pas les chiens, c'est ça? En fait, il y a au quai Paul Bert, il n'y a qu'un hébergement au CHRS quai Paul Bert, au bout du pont de fil. Tu n'as qu'un CHRS qui accepte, et c'est une place pour une personne avec ses chiens. Alors, il peut avoir 2-3 chiens, mais il n'y a qu'une place, mais elle est tout le temps prise. Et malheureusement, c'est pas des places. Tu vois, c'est du roulement. Ça veut dire que même moi, si j'y vais, je peux pas laisser mon chien la journée là-haut pour aller chercher du travail. Ouais, non, il est avec toi, quoi. Faut qu'il soit avec moi la journée et je rentre le soir. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Je veux pas aller dans le reproche. Je sais pas comment ça se passe pour je sais pas si c'est des assos, si c'est financé par l'État, comment ça c'est fichu. C'est financé par l'État. Voilà, je sais pas comment, dans quelle mesure c'est compliqué pour eux. Donc je dis pas vraiment de critique. Je veux pas. Après, je connais un petit peu, mais je veux pas critiquer le. Et en fait, moi, je vais juste dire simplement, c'est que t'as des SDF comme moi qui iront pas foutre là. Tu vois, moi j'ai vu des appartements de stabilisation. Tu vois, moi à l'époque, c'est normal qu'on vire. Tu te shootes dans le truc, c'est pas normal à la logique. T'as pas à faire ça dans l'appartement de stabilisation qu'on t'accueille. Déjà tout simplement. Moi à l'époque j'étais bête et indiscipliné. Tu vois ce que je veux dire? Là au jour d'aujourd'hui, voilà, je me suis sorti de tout ça. Moi je pense qu'il faudrait qu'ils ouvrent des appartements, tout simple. Qu'ils ouvrent des appartements parce que t'as beaucoup d'SDF, tu vois, ils vont pas aller chercher du travail. Moi j'étais toxicomane, mais je cherchais du travail quand même. Et j'étais quand même suivi psychologiquement et médicalement. 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 Oui, ouais. J'ai du mal à le dire. Mais t'as des SDF, comme ça. Ils vont squatter pour squatter et continuer leur truc. Moi, je dis que ouvrez des appartements, même pour les chiens des gens qui ont des chiens. Excusez-moi, pas pour les chiens. Pour des gens qui ont des chiens. Ouvrez des appartements sur 3 mois. Et s'il n'y a pas d'évolution au bout de 3 mois, le gars il fait pas ses démarches pour chercher du travail, ou sinon se sortir de sa toxicomanie. Parce qu'il y en a, ils vont mettre 1 an à s'en sortir. Laissez-leur mettre 1 an s'il faut. Mais s'il n'y a pas de démarche à côté, repartez repartez à la rue. C'est que vous n'êtes pas encore déterminé à le faire. C'est dégueulasse ce que je dis, mais c'est la vérité. Je te dis franchement. Parce que moi j'en vois là sur Tours. Tu sais qu'ils ont leur appartement. Ils font la manche. Oui, non, mais j'ai parlé de ça. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je sais pas, t'as un appartement, va chercher du travail. Va chercher du travail, va travailler, va gagner ton argent avec la sueur de ton front. Va pas. Nous, pour le coup, on peut pas être dans le jugement à ce niveau-là, mais je peux comprendre en tout cas que ça fasse rager ceux qui cherchent du travail, qui en trouvent pas et qui sont amenés qui cherchent déjà un hébergement pour chercher du travail après. Ouais, c'est ça. Parce que l'un va pas sans l'autre. Toi, tu t'emmerdais parce que. Moi, je cherche juste un hébergement. Je vais chercher du travail. Tu sais, comme je t'ai raconté. Tu me disais, la boîte d'intérim qui avait pas voulu te filer du taf. Non, écoute, alors l'histoire, c'est. Je fais la manche. Écoute bien l'histoire. Tu vas rigoler. Même les auditeurs, ils vont rigoler. Hein. Alors là, franchement, la femme, elle m'a outré, elle m'a dépassé mon entendement. Je te promets. Je fais la manche là, tranquillement. Et là, j'arrive, je vois une femme d'une 40aine d'années qui vient me voir et tout, qui faisait la gueule. Elle caresse le chien, je lui donne le sourire, elle me dit moi je suis toute seule à l'appart, si ça te dit, je t'héberge. Je crache pas dans la soupe. Hein. Elle habite pas très loin de la place de la Victoire, je dirais pas c'est qui, je vais pas y mettre une mauvaise image, mais elle va se la faire toute seule. Et là, elle commence à m'héberger le jeudi soir. Elle me prend chez elle le jeudi soir. Je fais jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. J'ai dit ces jours-là, c'est juste pour me requinquer, me refaire ma gueule, me laver toutes mes fringues, parce que mes fringues sont sales. Je me lave pas tous les jours non plus.
À part. il faudra que je prenne une douche. Ouais, pas de souci. Je t'ai montré comment ça marchait. Il y aura Anso aussi. Et de là, bon, au bout des 4 premiers jours que je passe chez elle, des 3 premiers jours, 4, j'y fais, dès lundi, je vais faire toutes les boîtes d'intérim. Je fais partenaire intérim, Adéco, Synergie. J'en fais 17 en tout. Cite pas celle qui a merdé, enfin, cite-les pas spécifiquement après, derrière. Non, je vais pas les citer. Ok, d'accord, tu les as toutes faites à Tours, on les connaît, ouais. Et de là, je fais toutes les boîtes d'intérim. Tu les supprimeras au pire. Oui. Et au bout de le vendredi d'après, ça veut dire même pas une semaine après, j'allais voir les boîtes d'intérim, je leur avouais, j'étais honnête avec eux, je fais j'étais à la rue, il y a une personne qui m'héberge. Je dis mais c'est pas une solution à long terme, parce que je sais très bien qu'un jour ou l'autre, ça va sûrement craquer. On va peut-être pas s'entendre, on aura les mêmes longueurs d'onde. Oui, non, mais c'est compliqué. Et puis vivre, faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, bref. Oui. Et de là, je leur explique, ils m'ont dit ah ouais, t'as l'air d'être déterminé. Je dis ouais, je suis déterminé. Alors t'as la boîte d'intérim qui m'appelle le vendredi midi. Avant midi, elle me dit on a du boulot pour Saint-Cyr mercredi, jeudi de la semaine prochaine et vendredi. Dans un entrepôt à Saint-Cyr pour décharger et charger les camions. Ça vous dérange pas? Je dis non, il n'y a pas de sous-métier, surtout quand on veut sortir de la merde. Il n'y a aucun sous-métier. Et le vendredi soir, j'ai un appel en train de faire la manche parce que j'avais toujours pas d'argent. Et le vendredi soir, qui m'envoie un texto qui me dit je t'ai mis toutes tes affaires sur le palier vu que tu veux pas coucher avec moi. Je biperai le nom. Attends. Je biperai son nom. Ah. Ouais, je mettrai un bip sur son nom. Et de là, c'est parce que ça m'a vachement perturbé. T'inquiète pas, je réécoute. Et de là, tu me l'avais raconté, j'étais en mode what the fuck. What the fuck. Et là, je vais chercher mes affaires et j'avais encore sa clé de son appart. Alors je rentre, et je me permets de rentrer. Et j'ai dit mais tu vas m'expliquer, hein. Parce qu'en fait, en gros, il fallait que je me prostitue. Parce que pour moi, là, tu me proposes de la prostitution pour avoir un hébergement. En plus, c'est elle qui t'avait proposé en plus de dormir chez elle. C'est même pas, t'es allé chercher en mode, viens chez toi. Ouais, voilà. Pas, quoi. Et j'ai dit comme ça, je dis, tu te respectes pas en tant que femme, là? En tant que personne. Et j'ai fait, moi, tu sais, moi, je suis un homme et on dit que les hommes se respectent moins que les femmes. Et j'ai fait, mais tu sais que moi, j'ai ma dignité d'homme. J'ai un cœur. Je respecte encore plus les femmes que toi, t'es en train de me respecter, toi, en tant qu'homme. J'ai fait, tu sais quoi, vas-y, je préfère aller dormir dehors. Et j'ai fait merci, hein, parce que normalement, mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, je devais commencer à travailler. Champion League, j'ai dit comme ça. Oh là, je suis reparti fâché. Et pourtant, on ne voit pas souvent fâché. Hein. Bah ouais, à chaque fois que je te vois, t'as le sourire et tout. Donc non, mais là, c'était... faut y aller pour fâcher Babas. Hein. Ouais, non, là, c'était chaud. Parle-nous un petit peu de Ose, là, le petit gamin. On va présenter un petit peu Ose, alors, je vous le dis juste, on en est à 1h30 d'émission. Bon, nickel. Donc, on va... là, on a eu toute une histoire. Non, mais vas-y, présente quand même un petit peu Ose. En plus, là, comme c'est linéaire, donc... J'étais au chômage. Après ma fibre optique, je gagnais 1200 balles de chômage avec mon bon salaire de l'époque. Et en fait, j'ai récupéré dans un élevage. Ose, il était destiné... C'était un élevage qui font que des chiens d'administration. Et il était destiné, à un flic. Et le flic était pour le chien. Le chien était trop sociable pour les flics. Il allait trop au contact de l'humain. Alors je l'ai récupéré à 5 mois pour 500 €, un pur as, un bon malinois, un bon toutou. Et il tient bien son prénom du magicien d'Euse parce qu'il est vraiment magique ce chien. Et combien de fois on m'a refusé des hébergements. Il y a des foyers qui m'ont dit mais Monsieur Herbelin, je peux dire mon nom, ça me dérange pas moi. Monsieur Herbelin, si vous saviez, si vous débarrassiez de votre chien, vous pourriez rentrer au CHRS. Débarrasser, c'est le mot. En gros, c'est ça. Non, c'est un objet, pas dans ce terme-là, mais en gros, il te disait d'abandonner, tout simplement. Mais je leur ai dit, mais vous savez, avant, j'avais mon appartement, j'étais bien, je vivais chez ma mère, je vivais chez des amis, nanana. J'ai fait, il m'a toujours suivi dans ma galère, et je suis là, il me suit encore dans ma galère, il m'abandonne pas, alors je vois pas pourquoi je l'abandonnerais. En plus, tu le traites. Il est super bien traité. Il est très très bien éduqué, quoi. Voilà, là chez moi, il bouge pas, quoi. On lui dit de pas aller fouiner quelque part, il va pas fouiner. Il veut énormément de câlins. Ouais. Il n'arrête pas. Voilà. Tout à l'heure, je vais donner des câlins. Dès que je me suis arrêté, il est revenu en mode viens. Je suis en mode non, mais attends, là, je me pose sur le canapé 2 secondes. Tu sais, comme je te disais souvent, Yo-Yo.
Tu sais, mon chien reflète ma personnalité. À mon avis, il est autant en manque d'affection que moi. Ouais. Tout simplement. Il reflète. Ce qu'on voit bien, c'est qu'en tout cas, vous le rendez pas mal. Hein. Ouais, grave, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, il est très très câlin. Ouais. Alors, nous, en plus, l'avantage, c'est que Hier soir qu'il attendait les passants n'ont c'était trop mignon. aucun souci à donner de l'affection à un chien, pour le coup. Qu'est-ce qu'il est beau. Bah, et on va... Oh là là. Bah, c'est con parce que bon, l'appareil photo est épuisé, donc je peux plus avoir d'image. Je vais filmer avec mon portable, j'ajouterai ça au montage. Tiens, on va le faire un peu à l'arrache. Alors bon, si vous avez suivi l'émission sur YouTube, vous avez dû voir que l'appareil photo a lâché à plusieurs reprises. Mais bon, il y aura les images qu'il y aura et le reste du temps, bah il y a le son. Hein, voilà, c'est une radio. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer quand même un petit peu Il vient de sortir le truc là. ces beaux moments qu'on vit un petit peu là avec Oz et Babas. Vous verrez, bon, il y aura plusieurs angles de caméra. Bon, cette émission était un peu sur le plan de la vidéo était un peu chaotique, mais en même temps c'est la première fois qu'on filme. Et voilà, on voit les ça. mots sont plus forts que les images. Mais voilà, hein, c'est pour ça qu'on fait de la radio. Les mots sont plus forts que les images, en effet. Et donc, bah, écoutez, moi, si on va s'arrêter là pour cette fois, hein, on en fera peut-être, on en fera certainement d'autres avec toi. Puis on verra aussi d'autres personnes qui ont une histoire à raconter. Hein, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est des gens qui ont des histoires à raconter et des histoires qu'il faut écouter parce que c'est très important. Un, pour comprendre ce qui peut se vivre et deux, pour notamment, je parle de la drogue, essayer d'éviter de faire ses erreurs aussi. Hein. On apprend évidemment de ses propres erreurs et des erreurs des autres. Mais en tout cas, ça termine sur une bonne note parce que là, tu es avec nous. Et il y a Oz avec vous. Et il y a Oz qui est là. Et on est tous trop contents de vous avoir. Voilà, je filme en même temps, donc c'est un petit peu galère. Mais voilà, j'espère. On va s'arrêter là. Est-ce que tu veux rajouter une petite phrase de fin, un mot pour les gens ou dans le micro. Dans le micro, pour conclure, moi je pense que j'ai tout conclu de ma vie déjà. Et je pense que j'aurais pas d'autre chose à rajouter. Juste. Ouais, si un jour il y a quelqu'un qui vous propose, je sais pas, que vous avez jamais pris cette merde de drogue là, évitez. C'est l'hécatombe. Voilà. Franchement, c'est l'hécatombe. Et à l'inverse, si quelqu'un qui est dans la rue, à qui vous n'avez pas particulièrement envie de parler, commence à vous parler, n'hésitez pas à écouter, vous verrez à quel point c'est autant enrichissant pour lui que pour vous, si ce n'est plus pour vous. Puis même, c'est une ouverture d'esprit parce que la personne va peut-être vous parler de son passé. Et peut-être que dans son passé à lui, vous allez vous retrouver au final. Et le fait de vous retrouver là-dedans, ça va vous dire, mais je vais essayer de naviguer dans un autre sens, prendre une autre route pour éviter le même problème que cette personne-là. Bah déjà là, on point commun. Hein. On a parlé un petit peu de l'affection qu'on cherche dans une vie. C'est de l'affection tout simplement. C'est pas le reste. Mais ouais. Non. En tout cas, allez vers les autres, allez vers l'échange. Ouais. Et si vous n'avez pas le temps de vous arrêter, un sourire. Un sourire. Comme Babas, il donne. Alors même si avec le masque, il donne le sourire. Et je veux te dire. Et vous verrez dans les. Ouais. Ça fait 3 jours que là, on se voit quasiment non-stop. Honnêtement, j'ai le smile depuis 3 jours. Honnêtement, j'ai plus de problème. Des crampes des pommettes à force. Ce matin, j'ai plus de problème. Faut vraiment que je vienne vous voir parce que je commence à être déprimé. Franchement, vous m'aidez beaucoup aussi. Non, mais vas-y, passe me voir dans la rue. Je vais te faire sourire. T'inquiète pas, moi. Souvent, oui. Je disais tout à l'heure, les gens ils me disent, mais le sourire n'est pas masqué. Il est masqué. Excusez-moi. Il est masqué. Alors moi je leur réponds la plupart du temps, mais vous savez, il y a une chose qui ne trompe pas. Un sourire peut être forcé dans la vie. Moi ça m'est arrivé de sourire en forçant. Mais le regard, non. Le regard ne trahit pas. Le regard ne trompe jamais. Le regard, tu peux pas tromper un regard. Tu peux pas le forcer ton regard. À part froncer des sourcils comme ça, mais ça se voit direct. Tu vois ce que je veux dire? Qu'un sourire forcé, il est pas forcément obligé de se voir. Voilà, depuis le 2e étage, on voyait bien les sourires ce matin. Ouais. C'était rigolo. Moi, j'ai vu toutes les calvities comme Babas. Allez. Sur ce grand éclat de rire, on va vous laisser. J'espère que ce concept vous a plu. Dans tous les cas, on en refera évidemment parce que nous, ça nous plaît énormément. Ça compte beaucoup pour nous de faire ça et ça fait longtemps que je voulais, alors personnellement, que je voulais le faire sur Fils de Plume, parce qu'après tout, Fils de Plume, c'est évidemment parler de notre vie à nous, c'est-à-dire le Tours, Plume, toute cette vie-là, et donner la voix à ceux qui ne l'ont pas assez. Grave. Et donc, ça passe par les Mais c'est que les gens, ils la comprennent peut-être pas assez. Ils l'entendent pas. Puis au moins, là, il y a toute l'histoire. Offrir un support aux gens qu'on n'entend pas assez, que ce soit un artiste qui n'a pas de promotion, comme quelqu'un qui est à la rue, et plein d'autres cas, évidemment. Et on va essayer de développer ce concept parce que entendre les histoires des autres, il n'y a que ça qui fait grandir et qui nous fait nous enrichir. Et c'est très important pour nous. Donc, il y en aura d'autres, évidemment, et certainement d'autres avec Babas, parce que
t'as une voix très 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 radiophonique. Hein. Je l'écouterai. Ah ouais, mais au casque en tout cas, je trouvais. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Donc je te remercie, Babas, d'être venu. Moi aussi, je vous remercie. Merci je pour ce remercie moment. les auditeurs de m'écouter pour la prochaine là. Quand tu mettras ça, tu diffuseras ça, je les remercie aussi et qu'ils écoutent très très bien surtout. Ouais, bah franchement, je vais, voilà, on vous conseille, c'est cool de dire à la fin, mais d'écouter l'émission. Comme j'ai toujours dit, je dis souvent le partage. Et ce qui manque dans cette putain de planète, c'est le partage. Ouais, on est d'accord. Et en tout cas, merci Marie d'être là pour la première. Merci de m'avoir invité parce que c'est vraiment un beau moment. Tu seras là sur d'autres émissions évidemment, hein, Marie, ça fait très longtemps quand vous voulez. Non, si on commence à inviter les auditeurs, il n'y aura plus personne pour nous écouter. Donc bon. C'est vrai qu'on a 4 auditeurs, on a dit papa, maman. Je me sens un peu privilégiée. Papa, maman, Frangin et Marie. Voilà. Petit frère. Merci à Yo d'être là, fidèle au poste et de nous avoir hébergés une fois de plus. Et merci à vous d'avoir écouté si vous êtes là jusqu'au bout. J'espère en tout cas pour nous et pour vous parce que c'était très très enrichissant. Merci à tous. Moi ça m'a fait du bien de parler aussi de mon histoire. Je vous le dis franchement, tu sais que c'est psychologique aussi. Ouais. Non, c'est très psychologique. Ça te fait rappeler ton passé. Tu te dis mais ouais non, j'y retournerai jamais. Et bah écoute, c'est quoi, vois l'avenir maintenant, Babas. Ne vois plus le passé. Le passé, ça m'a enrichi, ça m'a construit mon caractère. Je te dirais pas le contraire. Mais l'avenir, je pense que l'avenir, il est encore meilleur que mon passé. Ce qui m'attend là, ce qui m'attend prochainement, que du positif. Jamais négatif. Et bah écoute, on conclut là-dessus sur une note positive avec un jingle.